Bonsoir, bienvenue sur La Voix de Morgane. Je sais pas, j'ai mis un suspense étrange. Mais c'est peut-être pour aller avec le temps. Parce que je ne sais pas quel temps il fait pour vous aujourd'hui. Mais ici, c'est spectral un peu. Beaucoup de brouillard. C'est une ambiance entre le chien des Baskerville, décidément, ça va très bien. Et les autres. Peut-être. Je cherche autre chose. Non, comme ça, c'est ce qui me vient. Très bien. J'hésitais entre reprendre la lecture de Sous le soleil de Satan ou terminer La confusion des sentiments. Choix un petit peu délicat. C'est pas simple, on a envie de tout lire. Sauf qu'on ne peut pas tout lire en même temps. Je vais donc lire... Ah, j'hésite, hein, c'est étrange. La confusion des sentiments. Voilà. C'est parti. Peut-être une petite chanson à la fin, si nous avons le temps. Je veux dire si j'ai le temps et si vous avez le temps. Voilà. Est-ce que... Non, je ne l'ai pas fait. Est-ce que vous allez bien, moi? C'est ça la question qui compte. J'espère que vous allez bien. Et voilà. Allez, c'est parti pour la confusion des sentiments. Non, j'ai l'impression d'être une bande-annonce. Une bande-annonce de film aujourd'hui. Vous voyez, ils vous vendent toujours un film hyper rythmé, du suspense, de l'humour, de l'action. Et vous vous retrouvez devant un film tout à fait lent. Où il ne se passe pas grand-chose, ce qui n'est pas grave, ça peut être un très bon film, mais je vais dire, je déteste ça. D'ailleurs, je regarde plus du tout les bandes annonces. D'ailleurs, je vais moins au cinéma, c'est vrai. Mais alors, regarder les bandes annonces, c'est regarder vraiment des mensonges. Maintenant, j'ai l'impression. Ou alors, ils font des bandes annonces qui vous annoncent exactement tout ce qui se passe dans le film. Faut dire que vu le prix des places, c'est vrai que c'est un véritable... comment on dit? J'ai plus de tête. C'est un véritable... Pas un engagement. Un véritable... investissement. Voilà. Que d'aller au cinéma, il faut en avoir pour son argent. Donc voilà, on vous décrit bien ce que vous allez voir du début à la fin. Alors, ça n'a plus d'intérêt. Surtout que, bon, on est rarement surpris. Et voilà, maintenant que j'ai parlé de ça, je peux lire La confusion des sentiments. Excusez-moi, je sais pas. Je suis encore tout... Je suis pas... On n'est pas sereine, hein. Je ne suis pas sereine. Je ne parle pas de moi à la troisième personne. Que ce soit clair. L'ouvrage grandissait. Il grandissait autour de moi comme une forêt dont l'ombre me dérobait peu à peu toute la vue du monde extérieur. Je ne vivais qu'à l'intérieur, dans l'obscurité de la maison, sous les rameaux bruissants et toujours plus sonores de l'œuvre qui s'élargissait dans la présence enveloppante et réchauffante de cet homme. En dehors des quelques heures de cours à l'université, c'est à lui qu'appartenait toute ma journée. D'ailleurs, je mangeais à leur table. Nuit et jour, des messages montaient et descendaient l'escalier entre leur appartement et le mien, et réciproquement. J'avais la clé de leur porte et lui avait la mienne, de sorte qu'il pouvait me trouver à toute heure sans avoir besoin d'appeler ma vieille hôtesse à demi sourde. Mais plus mes relations avec lui devenaient étroites, plus je m'isolais du monde extérieur. En même temps que la chaleur de cette sphère intérieure, je partageais l'isolement glacial de son existence, totalement en marge.
Mes camarades me manifestaient, tous sans exception, une certaine froideur, un certain mépris. Était-ce une conjuration secrète ou pure jalousie, à cause de ma situation manifestement privilégiée? En tout cas, ils m'excluaient de leur conversation, et dans les discussions du séminaire, on évitait, comme par une entente, de m'adresser la parole et de me saluer. Même les professeurs ne me cachaient pas leur antipathie. Un jour que je demandais un renseignement insignifiant au professeur de langue romane, il m'envoya promener ironiquement en disant « En votre qualité d'intime de monsieur le professeur X, vous devriez pourtant savoir cela. » Vainement, je cherchais à m'expliquer cet ostracisme si injustifié. Mais les paroles et les regards me refusaient toute explication. Depuis que je vivais complètement avec les deux solitaires, j'étais moi-même tout à fait isolée. Je ne me serais pas autrement inquiétée de cette exclusion de la société, puisque mon attention était tout entière tournée vers les choses de l'esprit. Mais peu à peu mes nerfs ne résistèrent plus à cette pression continuelle. On ne vit pas impunément pendant des semaines dans une outrance incessante de l'intellect. De plus, j'avais trop brusquement changé de manière de vivre. J'étais passée trop farouchement d'un extrême à l'autre pour ne pas mettre en péril cet équilibre secret que la nature a établi en nous. En effet, tandis qu'à Berlin la légèreté de ma conduite détendait mes muscles d'une manière bienfaisante et que mes aventures féminines dissolvaient comme un jeu tout ce qui s'était accumulé d'inquiétude en moi, ici, une atmosphère orageuse et pesante oppressait sans relâche mes sens excités, de telle sorte qu'ils s'agitaient en moi avec des vibrations incessantes et des tressautements électriques. Je désapprenais le sommeil sain et profond, bien que, ou plutôt parce que je transcrivais toujours pour mon propre plaisir, jusqu'à une heure très avancée de la nuit, la dictée de la soirée, avec une impatience fébrile, mettant mon point d'honneur à rapporter au plus tôt les feuillets à mon cher maître. Ensuite, la faculté et la lettre hâtive des textes qui exigeaient de moi un surcroît de zèle. Et, ce qui n'allait pas sans m'exciter beaucoup, c'était aussi la nature de notre conversation avec mon maître, parce que chacun de mes nerfs s'y tendait fermement pour n'avoir jamais l'air devant lui d'être indifférent à ses paroles. Le corps ainsi offensé ne tarda pas longtemps à vouloir sa revanche de ses excès. Plusieurs fois je fus pris de brefs évanouissements, signaux de la nature en danger que, dans ma folie, je négligeais. Mais les lassitudes léthargiques se multipliaient. Chaque expression de mes sentiments atteignait un degré de véhémence extrême, et mes nerfs exacerbés fouillaient toutes les fibres de mon corps, m'empêchant de dormir et faisant surgir en moi de confuses pensées jusqu'alors contenues. La première personne qui remarqua que ma santé était nettement en péril fut la femme de mon maître. Souvent déjà j'avais senti que son regard inquiet m'examinait attentivement. À dessein, elle répandait dans nos entretiens des remarques et des exhortations toujours plus fréquentes, me disant par exemple qu'il ne me fallait pas vouloir conquérir le monde en un semestre. Elle finit par me parler sans détour. « En voilà assez, fit-elle avec détermination, un dimanche que par un soleil magnifique je bûchais la grammaire, et elle m'arracha le livre des mains. Comment un jeune homme plein de vie peut-il être à ce point l'esclave de l'ambition? Ne prenez pas toujours modèle sur mon mari. Il est âgé. Vous êtes jeune. Il faut que vous viviez autrement. » Chaque fois qu'elle parlait de son mari, glissait dans ses paroles cette pointe de mépris contre laquelle moi, son fidèle disciple, je me sentais indignée. Intentionnellement, je le devinais, peut-être même par une sorte de jalousie erronée, elle cherchait toujours à m'écarter davantage de lui et par son opposition ironique à contrecarrer mes excès d'attachement. Si, le soir, nous restions trop longtemps à la dictée, elle frappait énergiquement à la porte et, indifférente aux protestations irritées de son mari, elle nous obligeait à cesser le travail. « Il vous démolira les nerfs, il vous détruira complètement, » me dit-elle amère, une fois qu'elle me trouva tout à fait abattue. « Que n'a-t-il pas fait déjà de vous dans ces quelques semaines ? Je ne peux pas supporter plus longtemps la façon dont vous vous faites du mal à vous-même. » Et en outre, elle s'arrêta sans finir la phrase. Mais sa lèvre était pâle et tremblait de colère contenue. Et réellement, mon maître ne me rendait pas la vie facile.
Plus je le servais avec passion, plus il paraissait indifférent à mon culte empressé. Il était rare qu'il me remerciât. Quand je lui apportais au matin le travail qui m'avait demandé une partie de la nuit, il se contentait de me dire sèchement « Vous auriez pu attendre jusqu'à demain ». Si dans mon zèle ambitieux je prenais une initiative pour lui plaire, soudain, au milieu de la conversation, il pinçait les lèvres et un mot ironique me repoussait. Il est vrai qu'ensuite, en me voyant m'écarter humilié et troublé, son regard chaud et enveloppant se posait de nouveau sur moi pour calmer mon désespoir. Mais combien cela était rare! Oui, combien rare! Ce chaud et froid, cette alternance d'affabilité cordiale et de rebuffade déplaisante troublait complètement mes sentiments trop vifs, qui désiraient... Non, jamais je n'aurais pu formuler nettement ce qu'à vrai dire je désirais, ce à quoi j'aspirais, ce que je réclamais, ce à quoi visaient mes efforts. Quelle marque d'intérêt j'espère obtenir par mon enthousiaste dévouement. Car, lorsqu'une passion amoureuse, même très pure, est tournée vers une femme, elle aspire malgré tout inconsciemment à un accomplissement charnel. Dans la possession physique, la nature inventive lui présente une forme d'union accomplie. Mais une passion de l'esprit, surgissant entre deux hommes, à quelle réalisation va-t-elle prétendre, elle qui est irréalisable? Sans répit, elle tourne autour de la personne adorée, flambant toujours d'une nouvelle extase et jamais calmée par un don suprême. Son flux est incessant, et pourtant jamais elle ne peut se donner libre cours, éternellement insatisfaite, comme l'est toujours l'esprit. Ainsi son voisinage n'était jamais, pour moi, assez proche. Sa présence ne se manifestait et ne se réalisait jamais complètement dans nos longs entretiens. Même quand il abolissait les distances et se confiait, je savais que l'instant suivant pouvait détruire d'un geste brutal cet accord profond. À chaque fois, cette instabilité troublait mes sentiments et je n'exagère pas en disant que dans ma surexcitation, j'étais souvent sur le point de commettre une folie, simplement parce qu'il avait repoussé avec indifférence, d'une main nonchalante, un livre sur lequel j'avais appelé son attention, ou parce que soudain, lorsque le soir nous étions plongés dans un profond entretien et que je suivais en haletant le jaillissement de ses pensées, juste après avoir tendrement appuyé sa main sur mes épaules, il se levait tout à coup et disait avec brusquerie « Mais maintenant partez, il est tard, bonne nuit !» De telles vétilles suffisaient pour me bouleverser pendant des heures, pendant des jours et des jours. Peut-être que ma sensibilité surexcitée et continuellement sur le qui-vive apercevait une offense là où ne s'en trouvait aucune intention. Mais peut-on après coup s'apaiser soi-même lorsqu'on éprouve des sentiments aussi perturbés? Et la même chose se renouvelait chaque jour. Près de lui, je brûlais de souffrance, et loin de lui, mon cœur se glaçait. Sans cesse, j'étais déçue par sa dissimulation sans qu'aucun signe vînt me rassurer, et le moindre hasard jetait en moi la confusion. Bizarrement, chaque fois que je me sentais blessée par lui, je me réfugiais auprès de sa femme. C'était peut-être là le désir inconscient de trouver un être qui souffrait aussi de cette mise à l'écart muette, ou peut-être le simple besoin de parler à quelqu'un et de trouver, sinon une assistance, du moins de la compréhension. En tout cas, je me réfugiais vers elle, comme auprès d'un allié secret. D'habitude, elle raillait ma susceptibilité, ou bien en haussant froidement les épaules, elle déclarait que je devais être déjà accoutumée à ces singularités douloureuses. Mais parfois, elle me regardait avec une étrange gravité, avec des yeux pleins de surprise, lorsque mon désespoir soudain déversait brusquement devant elle tout un déluge de reproches exaspérés, de sanglots convulsifs et de paroles balbutiées. Mais elle ne disait pas une parole. Seules ses lèvres avaient tout un jeu de crispation contenue, et je sentais qu'il lui fallait le plus grand effort pour ne pas laisser échapper un mot de colère et d'indiscrétion. Elle aussi, ce n'était pas douteux, avait quelque chose à me dire. Elle aussi cachait un secret, peut-être le même que lui. Mais tandis que lui me repoussait avec brusquerie, dès que je me faisais trop pressant, elle, le plus souvent, par une plaisanterie ou par une espièglerie inopinée, barrait la voie à de plus amples explications. Une seule fois, je fus sur le point de l'obliger à parler. Le matin,
En apportant son texte à mon maître, je n'avais pu m'empêcher de lui raconter avec enthousiasme combien précisément ce passage, c'était le portrait de Marlowe, m'avait ému. Et, tout brûlant encore de mon exaltation, j'ajoutais avec admiration que personne ne serait capable de tracer un portrait aussi magistral. Alors il pinça sa lèvre en se détournant brusquement, il jeta la feuille sur la table et murmura avec dédain « Ne dites pas de telles bêtises. Que pouvez-vous entendre par magistral ?» Cette parole brutale, qui n'était sans doute qu'un masque vivement mis pour dissimuler une pudeur impatiente, suffit pour me gâter ma journée. L'après-midi, me trouvant pendant 1 heure seule avec sa femme, j'éclatais tout à coup en une sorte d'explosion hystérique et, lui prenant les mains, je m'écriais « Dites-moi pourquoi me hait-il tant? Pourquoi me méprise-t-il ainsi? Que lui ai-je fait? Pourquoi chacune de mes paroles l'irrite-t-elle à ce point? Que dois-je faire? Aidez-moi. Pourquoi ne peut-il pas me souffrir? Dites-le-moi, je vous en supplie. » Alors un œil perçant, étonné de cette explosion sauvage, me regarda. « Ne pas vous souffrir ?» Et en même temps, un rire fit claquer ses dents, un rire qui jaillit comme une pointe si méchante et si acérée que, malgré moi, je reculais. « Ne pas vous souffrir !» répéta-t-elle encore une fois, tout en regardant avec colère mes yeux hagards. Mais ensuite, elle se pencha vers moi, ses regards devinrent peu à peu tendres, toujours plus tendres, ils exprimèrent presque de la compassion. Et soudain, elle me caressa, pour la première fois, les cheveux. Vous êtes véritablement un enfant, un nigaud d'enfant qui ne remarque rien, ne voit rien et ne sait rien. Mais il vaut mieux qu'il en soit ainsi, sinon vous seriez encore plus inquiet. Et elle se détourna de moi brusquement. C'est en vain que je cherchais à me tranquilliser. Comme cousu dans le sac noir d'un cauchemar infrangible, je luttais de toutes mes forces pour trouver une explication et pour sortir de la confusion mystérieuse de ces sentiments contradictoires. 4 mois s'étaient passés de la sorte, en semaines d'exaltation et de transformation des plus inouïes. Le semestre courait vers sa fin. Je voyais avec terreur s'approcher les vacances, car j'aimais mon purgatoire et l'atmosphère anti-intellectuelle et terne de la vie de famille dans mon pays me menaçait comme un exil et une spoliation. Déjà je ruminais des plans secrets pour faire accroire à mes parents qu'un travail important me retenait ici. Déjà, je tressais adroitement un réseau de mensonges et d'échappatoires pour prolonger la durée de cette présence dévoratrice. Mais le temps et l'heure de mon départ étaient depuis longtemps fixés par le destin. Et cette heure était suspendue au-dessus de moi invisible, comme le coup de midi est suspendu dans le bronze des cloches, pour retentir ensuite à l'improviste et rappeler gravement le temps du travail ou de la séparation aux insouciants. Comme ce soir fatal commença bien, avec quelle perfide beauté. J'avais dîné avec eux deux. Les fenêtres étaient ouvertes et, dans leur cadre obscurci, le ciel crépusculaire entrait peu à peu, lentement, avec ses nuées blanches. Quelque chose de doux et de clair émanait de leurs reflets flottant majestueusement et se prolongeait au loin. On en ressentait une impression forte et profonde. Nous avions causé, sa femme et moi, avec plus de désinvolture, de calme et d'animation qu'à l'ordinaire. Mon maître se taisait, tandis que nous parlions, mais son silence s'étendait comme une aile repliée au-dessus de notre entretien. Je le regardais de côté, à la dérobée. Il y avait ce jour-là dans son être une singulière clarté, un peu d'agitation aussi, mais sans rien de nerveux, tout comme dans ces nuées de l'été. Parfois il levait son verre de vin et le tenait à contre-jour, prenant plaisir à sa couleur, et lorsque mon regard joyeux accompagnait ce geste, il souriait légèrement et levait son verre de mon côté comme pour un toast. Rarement j'avais vu son visage aussi clair, ses mouvements aussi tranquilles et harmonieux. Il était assis là, presque dans la joie d'une fête, comme s'il eût attendu dans la rue une musique, ou s'il eût entendu dans la rue une musique, ou qu'il eût prêté l'oreille à un entretien invisible. Ses lèvres, où passaient d'ordinaire sans cesse d'imperceptibles ondes, étaient immobiles et molles, comme un fruit pelé, et son front, qu'il tournait maintenant avec lenteur du côté de la fenêtre, baignait dans les reflets de cette douce clarté, et me semblait plus beau que jamais. C'était merveille de le voir ainsi satisfait.
Était-ce l'influence de ce soir d'été serein, l'action bienfaisante de la douceur de cette atmosphère au ton dégradé qui opérait en lui, ou bien une pensée consolatrice qui brillait dans son âme? Je l'ignorais, mais, habituée à lire dans son visage, comme dans un livre ouvert, j'étais sûre d'une chose. Ce jour-là, un Dieu clément avait mis un baume sur les rides et les plis de son cœur. Et c'est aussi avec une étrange solennité qu'il se leva et m'invita, de son mouvement de tête coutumier, à le suivre dans son bureau. Lui, d'habitude si rapide, marchait avec une gravité singulière. Puis il se retourna encore une fois, alla chercher, contrairement aussi à son habitude, une bouteille de vin cachetée dans l'armoire et l'emporta d'un air cérémonieux avec précaution. Tout comme moi, sa femme paraissait remarquer dans ses manières quelque chose de bizarre. Avec étonnement, elle levait les yeux de son ouvrage de couture et, comme maintenant nous nous rendions au travail, elle observait avec une curiosité muette son attitude insolite et compassée. Le bureau, comme toujours complètement plongé dans l'ombre, nous attendait avec son intimité crépusculaire. Seule la lampe arrondissait un cercle d'or autour du paquet blanc du papier à écrire. Je m'assis à ma place habituelle et je relus les dernières phrases du manuscrit. Comme d'un diapason, il avait toujours besoin, pour retrouver le fil de son discours, de s'appuyer sur le rythme. Mais tandis que d'habitude il continuait immédiatement après la dernière phrase, cette fois-ci il resta muet. Le silence se déploya largement dans la pièce. Déjà les murs nous le renvoyaient pesant et tendu. Mon maître paraissait n'être pas encore tout à fait concentré, car je l'entendais derrière moi qui allait et venait nerveusement. Lisez encore une fois. Bizarre comme sa voix s'était mise brusquement à vibrer, très agitée. Je répétais les derniers paragraphes. Alors sa parole enchaîna d'un seul coup après moi et il me dicta d'une manière saccadée, plus rapide et plus serrée que d'habitude. En 5 phrases, la scène fut bâtie. Ce que jusqu'alors il avait exposé avait été les conditions de culture préalables à l'avènement du drame, comme une fresque de l'époque et un tableau historique. Maintenant, brusquement, il se tourna vers le théâtre lui-même, qui, après le vagabondage et le chariot errant, devient enfin sédentaire et se construit un foyer pourvu de droits et de privilèges écrits. D'abord le théâtre de la Rose et la Fortune, grossière baraque de planches pour des jeux eux-mêmes grossiers. Mais ensuite, les partisans charpentent un nouveau vêtement de planches à la mesure de l'envergure croissante de la poésie qui se développe à vue d'œil. Au bord de la Tamise, sur les pilotis d'un sol vaseux, humide et sans valeur, se dresse le rude édifice de bois avec sa grossière tour hexagonale, le théâtre du globe, sur la scène duquel paraît Shakespeare, le maître. Comme un étrange vaisseau rejeté par la mer, avec son étendard rouge de pirate flottant au grand mât, il se dresse là, solidement ancré dans le fond bourbeux. Au parterre s'agite avec bruit, comme dans un port, le bas peuple. Du haut des galeries sourit et bavarde le beau monde frivole au-dessus des acteurs. Impatients, ils demandent qu'on commence. Ils battent des pieds, font du tapage, frappent bruyamment du pommeau de l'épée contre les planches jusqu'à ce qu'enfin, pour la première fois, la scène en bas s'éclaire à la lueur de quelques bougies qu'on y apporte et que des personnes vaguement costumées s'avancent pour jouer une comédie qui semble improvisée. Et alors, je me rappelle encore aujourd'hui ces paroles. Éclate soudain la tempête des phrases, cette mer infinie de la passion qui, depuis ses planches limitées, envoie vers toutes les époques et toutes les zones du cœur humain ses flots sanglants, inépuisables, insondables, sereins et tragiques, variés à l'extrême et à l'image de toute l'humanité. Le théâtre de l'Angleterre, le drame de Shakespeare. Après ces paroles prononcées avec force, l'exposé s'arrêta brusquement. Un long et lourd silence suivit. Inquiet, je me retournai. Mon maître était debout,
étreignant d'une main la table dans cette attitude d'épuisement que je lui connaissais. Mais cette fois, sa rigidité avait quelque chose d'effrayant. Je bondis, craignant qu'il ne lui fût arrivé quelque chose, et je lui demandai anxieusement si je devais m'arrêter. D'abord, il ne fit que me regarder, hors d'haleine, l'air absent et figé. Mais ensuite, l'étoile de son œil réapparut, claire et bleuée, les lèvres moins crispées, il s'approcha de moi. « Eh bien, n'avez-vous rien remarqué ?» Il me regarda avec insistance. « Quoi donc ?» balbutia-je d'une voix incertaine. Alors il respira profondément et sourit un peu. Il y avait des mois que je n'avais pas senti en lui ce regard enveloppant, doux et tendre. La première partie est achevée. J'eus de la peine à réprimer un cri de joie, tellement la surprise mit en moi d'ardentes émotions. Comment avais-je pu ne pas m'en apercevoir? Oui, toute la structure était là, s'étageant magnifique depuis les profondeurs du passé jusqu'au seuil de l'accomplissement. Maintenant, ils pouvaient venir, les Marlowe, les Ben Jonson, les Shakespeare, et le franchir victorieusement. C'était, pour le livre, le premier anniversaire. Je me précipitais pour compter les feuillets. Cette première partie, la plus difficile, comprenait 170 pages d'une écriture serrée. Ce qui allait venir ensuite était un travail plus libre de composition et de présentation, tandis que jusqu'alors il avait fallu suivre de près les documents historiques. Il n'y avait pas de doute, il achèverait son ouvrage, notre ouvrage. Je ne sais pas si je me suis livrée à de bruyants ébats, si j'ai dansé de joie, de fierté, de bonheur. Mais mon enthousiasme prit sans doute des formes tout à fait imprévues, car le regard de mon maître me suivait en souriant, tandis que je relisais vite les dernières paroles, ou que je comptais en hâte les feuillets, que je les prenais, les pesais et les palpais amoureusement, et que déjà mon imagination essayait de calculer par avance l'époque à laquelle nous pourrions avoir achevé tout l'ouvrage. Sa fierté contenue, profondément cachée, se voyait reflétée dans ma joie. Souriant, il me regardait avec attendrissement. Alors il vint à pas lents vers moi, tout près de moi, les deux mains tendues, et il saisit les miennes. Immobile, il m'examinait. Peu à peu ses pupilles, qui d'habitude n'avaient de couleur que par intermittence, comme un feu à éclipse, se remplirent de ce bleu clair et plein d'âme que seuls, entre tous les éléments, peuvent former la profondeur de l'eau et la profondeur du sentiment humain. Et ce bleu éclatant montait du fond des prunelles, s'avançait, pénétrait en moi. Je sentais que l'onde ardente qui émanait d'elle traversait mon être moelleusement, s'y répandait largement et donnait à mon âme une joie vaste et étrange. Toute ma poitrine était soudain dilatée par le jaillissement de cette puissance et je sentais s'épanouir en moi le grand midi de l'Italie. Je sais, fit alors sa voix par-dessus cette splendeur, que sans vous je n'aurais point commencé ce travail. Jamais je ne l'oublierai. Vous avez donné à ma lassitude l'élan salvateur. Vous avez sauvé ce qui reste encore de ma vie perdue et dispersée. Vous seul. Personne n'a pour moi fait davantage, personne ne m'a aidé si fidèlement. Et c'est pourquoi je ne dis pas « c'est vous que je dois remercier », mais « c'est toi que je dois remercier ». Bien. Maintenant, nous allons passer une heure ensemble comme deux frères. Il m'attira doucement vers la table et prit la bouteille préparée. Il y avait 2 verres. Comme témoignage de gratitude, il m'avait réservé ce brin symbolique. Je tremblais de joie, car rien ne trouble plus puissamment quelqu'un que la réalisation subite de son ardent désir. Sa gratitude avait trouvé le plus beau des signes pouvant exprimer de la manière la plus concrète la confiance, ce signe auquel j'aspirais inconsciemment, le tutoiement fraternel tendu par-dessus l'intervalle des années et dont le prix était septuplé par cette distance si difficile à franchir. Déjà tintait la bouteille, cette marraine encore muette qui devait apaiser désormais pour toujours mon sentiment inquiet en me donnant la foi. Déjà mon âme sonnait claire, elle aussi, comme ce tintement vibrant, mais voici qu'un petit obstacle retarda encore l'instant solennel. La bouteille était bouchée et nous n'avions pas de tire-bouchon.
Mon maître fit le mouvement de se lever pour aller le chercher, mais, devinant son intention, je le prévins en me précipitant dans la salle à manger, brûlant dans l'attente de cette seconde qui devait enfin tranquilliser mon cœur et, de la façon la plus éclatante, attester son affection pour moi. En franchissant ainsi très vite la porte et en sortant dans le couloir qui n'était pas éclairé, je heurtai dans l'obscurité quelque chose de doux qui céda aussitôt. C'était la femme de mon maître, qui manifestement avait écouté à la porte. Mais, chose étrange, bien que le choc eût été brutal, elle ne poussa pas un cri, se bornant à reculer sans rien dire. Et moi aussi, incapable de faire un mouvement, je me tus, effrayé. Cela dura un moment. Tous deux nous étions muets, honteux l'un devant l'autre, elle surprise en flagrant délit d'espionnage, moi figé par la surprise de cette rencontre. Mais ensuite, un pas léger se fit entendre dans l'ombre. Une lumière s'alluma et je l'aperçus, pâle et avec un air de défi, le dos appuyé à l'armoire. Son regard me mesurait gravement et il y avait dans son attitude immobile quelque chose de sombre, comme un avertissement menaçant. Mais elle ne prononça pas une parole. Mes mains tremblaient lorsque, après avoir longtemps et nerveusement tâtonné, presque à l'aveuglette, je trouvai le tire-bouchon. Par 2 fois, il me fallut passer devant elle, et chaque fois, en levant les yeux, je rencontrais ce regard fixe, qui brillait dur et sombre comme du bois poli. Rien en elle ne trahissait la honte d'avoir été prise sur le fait, en train d'écouter à la porte. Au contraire, dans son œil étincelant, hostile et résolu, il y avait à mon adresse une menace que je ne comprenais pas, et son air de défi montrait qu'elle était décidée à ne pas renoncer à cette attitude inconvenante et qu'elle continuerait à monter la garde et à épier de la sorte. Et cette volonté supérieure me troublait. Malgré moi, je me courbais sous ce regard énergique d'avertissement rivé sur moi. Et lorsque, enfin, d'un pas incertain, je me glissais de nouveau dans la pièce où mon maître tenait déjà avec impatience la bouteille dans ses mains, la joie immense que j'éprouvais un instant plus tôt avait fait place à une anxiété étrange et glaciale. Mais lui, avec quelle insouciance il m'attendait, avec quelle sérénité son regard était dirigé sur moi. Toujours j'avais rêvé de pouvoir enfin une fois le voir ainsi, les nuages de la tristesse ayant déserté son front. Mais maintenant que pour la première fois la paix brillait sur ce front cordialement tourné vers moi, la parole me manquait. Toute ma joie secrète s'en allait comme par des canaux secrets. Confus, honteux même, je l'écoutais me remercier encore, en me tutoyant désormais familièrement, et les vers en se choquant firent entendre un son argentin. Son bras m'entourant avec amitié, il me conduisit vers les fauteuils. Nous nous assîmes l'un en face de l'autre, sa main était posée sans façon sur la mienne. Pour la première fois, je le sentais tout à fait franc et spontané dans son être. Mais j'étais incapable de parler. Malgré moi, mon regard était toujours tendu du côté de la porte, plein de crainte qu'elle ne fût encore là à épier. Elle écoute, pensais-je sans cesse. Elle écoute chaque parole qu'il me dit, chaque mot que je prononce. Pourquoi justement aujourd'hui? Oui, pourquoi aujourd'hui? Et lorsque, m'enveloppant de ce chaud regard, il me dit soudain « Je voudrais aujourd'hui te parler de moi, de ma propre jeunesse. » Je me dressai devant lui tellement effrayée, la main suppliante en manière de refus, qu'il leva sur moi des yeux étonnés. « Pas aujourd'hui, balbutiai-je. Pas aujourd'hui, excusez-moi. » La pensée qu'il pût se trahir devant un espion dont j'étais obligée de lui taire la présence était pour moi trop affreuse. Mon maître me regarda d'une façon mal assurée. « Qu'as-tu donc » demanda-t-il un peu mécontent. « Je suis fatiguée, pardonnez-moi. C'est plus fort que moi, je crois. » Et, ce disant, je me levai tout tremblant. Je crois qu'il vaut mieux que je m'en aille. Malgré moi, mon regard, passant devant lui, obliqua vers la porte, où je supposais que, dissimulée par les panneaux, cette curiosité ennemie et jalouse devait toujours être aux aguets. Alors, pesamment, il se leva, lui aussi, du fauteuil. Une ombre vola sur son visage, devenu soudain las. « Veux-tu vraiment t'en aller déjà? Ce soir? Précisément ce soir ?» Il tenait ma main, lourde d'une tension invisible. Mais soudain il la laissa retomber brusquement comme une pierre. « Dommage !» s'écria-t-il d'un air de déception.
Je m'étais tant réjouie de parler une fois librement avec toi. Dommage. Pendant un moment, ce profond soupir se répandit à travers la chambre, comme un noir papillon. J'étais plein de honte, plein de perplexité et d'une crainte inexplicable. Je me retirais d'un pas mal assuré et je fermais doucement la porte derrière moi. En tâtonnant et avec peine, je parvins dans ma chambre et je me jetai sur le lit. Mais je ne pus pas dormir. Jamais je n'avais senti aussi fortement que mon logement aux murs minces était suspendu au-dessus du leur et qu'il n'en était séparé que par une charpente sombre et mystérieuse. Et maintenant, avec mes sens exacerbés, je sentais magiquement qu'ils veillaient tous deux au-dessous de moi. Je les voyais sans les voir, j'entendais sans entendre comment lui, à présent, au-dessous de moi, dans sa chambre, allait et venait avec agitation, tandis qu'elle était assise, muette, en quelque autre endroit où qu'elle rôdait aux aguets comme un esprit. Mais je savais que ses deux yeux étaient ouverts et son attitude d'espionne me pénétrait d'horreur. En proie à un cauchemar, je sentis soudain toute la lourde et silencieuse maison peser sur moi avec ses ombres et sa noirceur. Je rejetai ma couverture, mes mains brûlaient. Qu'avais-je fait ? J'avais été tout près du secret. Je sentais déjà contre ma figure sa chaude haleine. Et maintenant il s'était de nouveau éloigné. Mais son ombre muette, opaque, rôdait encore en grondant. Je la flairais dans la maison comme un danger, rampant comme une chatte sur ses pattes souples, toujours là, avançant et reculant, bondissante, toujours vous frôlant et vous troublant par le contact électrique de sa peau, chaude et pourtant semblable à un spectre. Et toujours, je sentais dans la nuit le regard enveloppant de mon maître, doux comme sa main tendue, et aussi l'autre regard incisif, menaçant et effrayé, celui de sa femme. Qu'avais-je à faire dans leur secret? Pourquoi tous deux me plaçaient-ils les yeux bandés au milieu de leur passion? Pourquoi me mêlait-il à leur conflit insaisissable et pourquoi chacun d'eux déposait-il dans mon cerveau son ardent faisceau de colère et de haine? Mon front était toujours brûlant. Je me levai et j'ouvris la fenêtre. Au dehors, la ville était couchée, paisible sous le ciel d'été. Il y avait des fenêtres où brillait encore la lueur des lampes, mais ceux qui étaient assis là étaient unis par une paisible conversation, ou bien un livre ou une musique familière leur réchauffait le cœur. Et là où derrière les blancs châssis des fenêtres régnait déjà l'obscurité, à coup sûr respirait un sommeil calme. Au-dessus de tous ces toits tranquilles planait, comme la lune dans ses vapeurs d'argent, un doux repos, un silence fait de pureté et rempli de clémence, et les 11 coups de l'horloge tombaient sans rudesse dans l'oreille rêveuse ou par hasard écouteuse de tout ce monde. Moi seule, ici dans cette maison, je sentais qu'on veillait encore autour de moi et que j'étais assiégée par des pensées étrangères et méchantes. Fiévreusement, quelque chose s'efforçait en moi de comprendre ces bruits confus. Soudain, je reculai effrayée. N'était-ce point des pas dans l'escalier? Je me redressai pour mieux écouter. Et, effectivement, il y avait là quelqu'un qui montait en tâtonnant, comme un aveugle, les degrés de l'escalier d'un pas prudent, hésitant et mal assuré. Je connaissais ce gémissement et ce bruit sourd du bois sous les pieds. Ce pas-là ne pouvait se diriger que vers moi, uniquement vers moi, car personne n'habitait ici, sous le toit, sauf la vieille femme sourde qui dormait depuis longtemps et qui, du reste, ne recevait jamais personne. Était-ce mon maître? Non, ce n'était pas son allure hâtive et saccadée. Ce pas-là hésitait et traînait lâchement, comme à l'instant même, sur chaque degré. Un intrus, un criminel pouvait s'approcher ainsi, mais non un ami. J'écoutais avec une telle tension que mes oreilles bourdonnaient, et brusquement, quelque chose de glacial monta le long de mes jambes nues. Voici que la serrure grinça légèrement. Il devait déjà être contre la porte, cet hôte inquiétant. Un mince courant d'air sur mes orteils m'indiqua que la porte extérieure était ouverte. Mais lui seul, mon maître, en avait la clé. Cependant, si c'était lui, pourquoi tant d'hésitation, tant de bizarreries?
Était-il soucieux? Voulait-il voir comment je me trouvais? Et pourquoi cet hôte inquiétant hésitait-il maintenant, dehors dans l'entrée, car ce pas furtif et rampant s'était soudain figé? Et moi-même j'étais également figée d'horreur. Il me semblait que j'allais crier, mais quelque chose de pâteux me collait au gosier. Je voulus ouvrir, mes pieds restèrent immobiles, comme cloués au sol. Seule une mince cloison était maintenant encore entre nous deux, entre cet hôte inquiétant et moi. Mais ni moi ni lui, nous ne faisions un pas l'un vers l'autre. Alors la cloche de l'horloge sonna, un seul coup, 11h15. Mais cela mit fin à mon engourdissement, j'ouvris la porte. Et de fait, mon maître était là, une bougie à la main. Le courant d'air provoqué par la porte s'ouvrant brusquement couronna la flamme d'une lueur bleue, et derrière lui son ombre tremblotante se détachant comme pétrifiée, gigantesque, de sa silhouette, chancelait comme un homme ivre, à droite et à gauche, sur le mur. Mais lui aussi, lorsqu'il me vit, fit un mouvement. Il se replia sur lui-même, comme quelqu'un qui, surpris dans son sommeil par un souffle d'air inattendu, tire sur lui involontairement sa couverture en frissonnant. Puis il recula, tandis que la bougie vacillait dans sa main, en laissant tomber des gouttes. Je tremblais, mortellement effrayée. Je ne pus que balbutier. « Qu'avez-vous » Il me regarda sans parler. Quelque chose, à lui aussi, lui ôtait la parole. Enfin, il posa la bougie sur la commode et aussitôt le jeu des ombres qui flottaient dans l'espace à la manière d'une chauve-souris s'apaisa. Enfin, il balbutia. Je voulais... De nouveau, la voix lui manqua. Il était là, debout, les yeux baissés, comme un voleur pris sur le fait. Cette angoisse, cette attitude, moi en chemise, tremblant de froid, et lui recroquevillé sur lui-même et rendu hagard par la honte, était insupportable. Soudain, la faible silhouette se secoua. Elle s'approcha de moi. Un sourire, méchant et faunesque, un sourire qui luisait comme une menace, uniquement dans ses yeux, tandis que ses lèvres étaient étroitement pincées. Un sourire se posa sur moi en ricanant, tel un masque étrange, et pendant un instant resta comme figé. Puis une voix, pointue comme la langue bifide d'un serpent, fit entendre « Je voulais seulement vous dire qu'il vaut mieux renoncer à nous tutoyer ce serait incorrect entre un poulain et son maître. Comprenez-vous, il faut garder les distances. Les distances. Les distances. » Et en même temps, il me regardait avec une telle haine, avec une méchanceté si offensante, pareille à un soufflet, que sa main se crispait malgré lui comme des griffes. Je fis en chancelant un mouvement de recul. Était-il fou? Était-il ivre? Il était là, le poing serré, comme s'il voulait se jeter sur moi ou me frapper au visage. Mais cette chose horrible ne dura qu'une seconde. Ce regard agressif rentra précipitamment sous ses paupières. Il se retourna, murmura quelque chose qui ressemblait à une excuse et saisit la bougie. Comme un diable noir et empressé, l'ombre, déjà repliée sur le sol, se remit à bouger et précéda le professeur en tourbillonnant vers la porte. Puis il s'en alla lui-même avant que j'eusse la force de trouver un seul mot. La porte se referma avec violence et l'escalier cria lourd et douloureux sous ses pas qui paraissaient précipités. Je n'oublierai pas cette nuit. Une colère froide alternait en moi sauvagement avec un désarroi brûlant et désespéré. Comme des fusées, mes pensées traversaient mon cerveau, fonçant pêle-mêle. Pourquoi me martyrise-t-il, me demandai-je 100 fois dans le tourment qui me dévorait. Pourquoi me hait-il tellement que la nuit, il monte exprès l'escalier en cachette, uniquement pour me lancer au visage avec tant d'animosité une pareille offense? Que lui avais-je fait? Que fallait-il maintenant que je fisse? Comment l'apaiser puisque j'ignorais en quoi je l'avais blessé? Je me jetai tout brûlant dans mon lit. Je me levai, je m'enfouis de nouveau sous la couverture. Mais toujours cette image fantomale se dressait devant moi. Mon maître arrivant furtivement et troublé par ma présence, avec derrière lui, étrange et énigmatique, cette ombre monstrueuse qui vacillait sur le mur. Le lendemain matin, lorsqu'après un bref et faible assoupissement, je me réveillai, je me persuadai d'abord que j'avais rêvé. Mais sur la commode étaient collées encore, rondes et jaunes, les taches de stéarine qui avaient coulé de la bougie.
Et au milieu de la chambre, inondée de lumière, mon affreux souvenir ne pouvait s'empêcher de me montrer sans cesse l'hôte de cette nuit qui s'y était glissé comme un voleur. Je ne sortis pas de la matinée. La crainte de le rencontrer paralysait toutes mes forces. J'essayais d'écrire, de lire, je n'arrivais à rien. Mes nerfs étaient comme minés. À chaque instant, il menaçait d'éclater en accès convulsifs, en sanglots et en hurlements. Je voyais mes propres doigts trembler bizarrement comme des feuilles dans un arbre. J'étais incapable de les maintenir en repos, et mes jarrets fléchissaient comme si les tendons avaient été coupés. Que faire? Que faire? Je me le demandais jusqu'à en être épuisée. Le sang bouillonnait déjà dans mes tempes et il cernait de bleu mon regard. Mais surtout, ne pas sortir, ne pas descendre, ne pas le rencontrer subitement sans avoir repris assurance, sans que mes nerfs aient retrouvé leur force. Je me rejetais sur le lit affamé, sans m'être lavée, troublée, bouleversée, et de nouveau mes sens cherchèrent à deviner ce qui se passait derrière la mince cloison de maçonnerie. Où se trouvait-il maintenant? Que faisait-il? Était-il éveillé comme moi, désespéré comme je l'étais? Midi arriva, et j'étais encore étendue sur le lit, brûlant de mon désarroi, lorsqu'enfin j'entendis un pas dans l'escalier. Tous mes nerfs sonnèrent l'alarme. Mais ce pas était léger, insouciant. Il parcourait dans son élan rapide 2 marches à la fois. Déjà une main frappait à la porte. Je bondis et demandai sans ouvrir. « Qui est là? Pourquoi ne venez-vous donc pas déjeuner ?» Répondit d'un ton un peu fâché sa femme. « Êtes-vous malade ?»« Non, non, bredouillai-je avec embarras. J'arrive à l'instant. » Et il ne me resta plus qu'à enfiler mes vêtements et à descendre. Mais je dus m'appuyer à la rampe de l'escalier, tellement mes membres flageolaient. J'entrai dans la salle à manger. Devant l'un des 2 couverts, la femme de mon maître m'attendait, et elle me salua en me reprochant légèrement de l'avoir obligée à venir me chercher. Sa place à lui était vide. Je sentis le sang me monter à la tête. Que signifiait cette absence imprévue? Redoutait-il encore plus que moi-même notre rencontre? Avait-il honte, ou bien désormais ne voulait-il plus s'asseoir à la même table que moi? Enfin, je résolus de demander si le professeur ne viendrait pas. Étonnée, elle me regarda. « Ne savez-vous donc pas qu'il est parti ce matin par le train ?»« Parti ?» balbutiai-je. « Pour où ?» Aussitôt, son visage se fronça. « Mon mari n'a pas daigné me le dire. C'est probablement une de ses sorties coutumières. » Puis soudain, elle se tourna vers moi, disant vivement et d'un air interrogateur. « Mais vous ne le savez donc pas, vous ? Il est pourtant cette nuit remonté exprès chez vous. Je pensais que c'était pour prendre congé. C'est étrange, vraiment étrange, qu'il ne vous ait rien dit, à vous non plus. »« À moi ?» fis-je, incapable d'autre chose que de ce cri. Et à ma honte, à ma confusion, ce cri fit déborder tout ce que ces dernières heures avaient refoulé en moi. Subitement, ce fut comme une explosion, de sanglots, de gémissements convulsifs et furieux. Je n'étais plus qu'une masse hagarde de désespoir, de douleur éperdue, d'où jaillissait un déluge de mots et de cris enchevêtrés. Je pleurais, ou plutôt ma bouche frémissante déchargeait toute la souffrance accumulée en moi et je la noyais dans des sanglots hystériques. Mes poings frappaient sur la table avec égarement et comme un enfant irritable et hors de lui, la figure ruisselante de larmes, je laissais éclater avec rage ce qui, depuis des semaines, couvait en moi comme un orage. Et tandis que ces épanchements effrénés me soulageaient, j'éprouvais en même temps une honte infinie à me trahir ainsi devant elle. « Qu'avez-vous, pour l'amour de Dieu ?» Se disant, elle s'était levée brusquement, toute décontenancée. Puis elle vint vite à moi et me conduisit de la table au canapé. « Attendez-vous là, calmez-vous. » Elle caressait mes mains, elle passait les siennes sur mes cheveux, tandis que des secousses convulsives continuaient à ébranler mon corps tout tremblant. « Ne vous tourmentez pas, Roland, ne vous laissez pas tourmenter. Je connais tout cela, je l'ai senti venir. » Elle caressait toujours mes cheveux, mais soudain sa voix devint dure. « Je sais par moi-même comment il s'y prend pour troubler les gens. Je le sais mieux que personne, mais croyez-moi, je voulais toujours vous avertir lorsque je voyais que vous vous reposiez entièrement sur lui, alors qu'il n'a lui-même aucun équilibre. Vous ne le connaissez pas, vous êtes aveugle, vous êtes un enfant. Vous ne vous doutez de rien, pas même aujourd'hui, non, pas même maintenant. Ou peut-être avez-vous aujourd'hui pour la première fois commencé à comprendre quelque chose.
Ce serait tant mieux pour lui et pour vous. » Elle resta penchée sur moi affectueusement. Il me semblait que ces paroles et ces mains apaisantes qui endormaient ma douleur venaient d'une profondeur ouatée. Cela me faisait du bien de rencontrer enfin de nouveau un souffle de sympathie et de sentir près de moi, tendre, presque maternelle, une main de femme. Peut-être aussi que j'en avais été privée depuis trop longtemps. Et maintenant, en voyant à travers le voile de la tristesse l'intérêt que me témoignait une femme tendrement préoccupée, ma souffrance s'allégeait. Mais, malgré tout, combien j'étais confus, combien j'avais honte de m'être trahi dans cette crise et de m'être livré ainsi dans mon désespoir. Et ce fut malgré moi que, me redressant péniblement, je laissai encore libre cours à un flot de cris précipités et saccadés à la fois, me plaignant de tout ce qu'il m'avait fait, disant comme il m'avait repoussé et persécuté, puis de nouveau attiré, comment sans raison ni motif il se montrait dur envers moi, ce bourreau à qui malgré tout j'étais attachée avec amour, que je haïssais en l'aimant et que j'aimais en le haïssant. Je recommençais tellement à m'exciter qu'il fallut encore qu'elle m'apaisât. De nouveau, ses douces mains me repoussèrent avec gentillesse sur l'ottomane d'où je m'étais levée avec emportement. Enfin, je devins plus calme. Elle se taisait, étrangement pensive. Je devinais qu'elle comprenait tout cela et peut-être encore plus que moi-même. Ce silence nous lia pendant quelques minutes, puis la jeune femme se leva. « Bien, il y a maintenant assez longtemps que vous faites l'enfant. À présent, redevenez un homme. Mettez-vous à table et mangez. Il n'y a là rien de tragique, c'est un simple malentendu qui s'éclaircira. » Et, comme je faisais quelques gestes de dénégation, elle ajouta vivement. « Il s'éclaircira car je ne vous laisserai pas plus longtemps tirailler et bouleverser ainsi. Il faut que cela finisse. Il faut qu'enfin il apprenne un peu à se maîtriser. Vous êtes trop bon pour ces jeux aventureux. Je lui parlerai, comptez-y. Maintenant, venez à table. » Honteux et sans volonté, je me laissai faire. Elle parla avec une certaine hâte et volubilité de choses indifférentes, et je lui étais reconnaissant intérieurement de ce qu'elle paraissait n'avoir pas fait attention à cette explosion plus forte que moi et l'avoir déjà oubliée. Elle me dit d'une voix persuasive que le lendemain dimanche, elle devait faire avec le professeur W et sa fiancée une excursion sur les bords d'un lac voisin et qu'il me fallait venir avec eux, m'arracher à mes livres et me distraire. Tout mon malaise provenait du surmenage et de la surexcitation des nerfs. Une fois dans l'eau ou sur les chemins, mon corps retrouverait aussitôt l'équilibre. Je promis de les accompagner. Tout plutôt que la solitude, plutôt que de rester dans ma chambre avec ces pensées rôdant dans l'ombre. Et cet après-midi non plus, ne demeurez pas enfermé. Allez vous promener, courir, vous amuser, insista-t-elle encore. C'est étrange, pensai-je, comme elle devine mes sentiments les plus intimes, comme elle qui, pourtant, m'est étrangère, sait toujours ce qu'il me faut ou ce qui me fait mal, tandis que lui, l'homme de la connaissance, me méconnaît et me brise. Je lui promis de l'écouter, et, la regardant avec gratitude, je lui trouvai un nouveau visage. Ce qui s'y montrait d'habitude de railleur et d'impertinent, et lui donnait un peu l'air d'un garçon insolent et mal élevé, était remplacé par un regard tendre et compatissant. Jamais je ne l'avais vue aussi sérieuse. Pourquoi lui ne me regarde-t-il jamais avec cet air de bonté? Se demandait nostalgiquement en moi un sentiment confus. Pourquoi ne voit-il jamais qu'il me fait mal? Pourquoi n'a-t-il jamais posé sur mes cheveux ou dans mes mains des mains aussi secourables, aussi tendres? Je baisai avec reconnaissance les mains de cette femme, mais elle les retira vivement, presque avec violence. « Ne vous tourmentez pas, » insista-t-elle encore, très chaleureuse. Puis ses lèvres reprirent une expression de dureté. Se redressant brusquement, elle dit d'une voix basse « Croyez-moi, il ne le mérite pas. » Et cette parole, murmurée d'une façon à peine perceptible, endolorit de nouveau mon cœur qui était déjà presque apaisé. Ce que je fis d'abord dans cet après-midi et cette soirée est si ridicule et si puéril que pendant des années j'ai eu honte d'y penser et que même une censure intérieure étouffait aussitôt le moindre souvenir qui s'y rapportait. Aujourd'hui, je n'ai plus honte de ces balourdises. Au contraire, je comprends maintenant très bien le jeune homme impétueux que j'étais, qui dans sa passion confuse cherchait violemment à se cacher à lui-même la propre incertitude de ses sentiments. Je me vois moi-même comme au bout d'un couloir d'une longueur extraordinaire, comme à travers un télescope.
Ce jeune homme désespéré et tiraillé monte dans sa chambre sans savoir ce qu'il va entreprendre contre lui-même. Et soudain, il se précipite sur son paletot, se compose une autre démarche, va chercher au fond de son être des gestes farouchement résolus et puis brusquement, d'un pas énergique et violent, le voilà dans la rue. Oui, c'est moi. Je me reconnais. Je sais toutes les pensées de ce pauvre garçon d'alors, sot et tourmenté. Je le sais. Soudain, je me suis raidie, juste devant la glace, et je me suis dit « Je me moque de lui, que le diable emporte. Pourquoi me torturer à cause de ce vieux fou? Elle a raison. Soyons gais, amusons-nous enfin. En avant !» Véritablement, c'est ainsi que je suis descendue dans la rue. Ce fut une brusque secousse pour me délivrer, et puis une course à toutes jambes, une fuite lâche et aveugle pour ne pas reconnaître que cette joyeuse assurance n'était pas si joyeuse que cela, et que le bloc de glace, immobile, toujours aussi lourd, pesait sur mon cœur. Je me rappelle encore comment je marchais, ma forte canne bien serrée dans la main et regardant chaque étudiant droit dans les yeux. En moi couvait une dangereuse envie de me quereller avec quelqu'un, de décharger au hasard, sur le premier venu, ma colère grondant sans issue. Mais heureusement, personne ne daigna faire attention à moi. Alors je me dirigeais vers le café où le plus souvent se réunissaient mes camarades étudiants du séminaire, déterminés à m'asseoir à leur table sans y être invités et à trouver dans le moindre quolibet le prétexte d'une provocation. Mais ici encore, mon humeur batailleuse ne rencontra que le vide. La belle journée qu'il faisait en avait engagé la plupart à excursionner, et les 2 ou 3 qui restaient me saluèrent poliment et n'offrirent pas la moindre prise à ma fiévreuse irritation. Mécontent, je me levai bientôt et je me rendis dans un établissement franchement malfamé dans les faubourgs, où en écoutant un bruyant flonflon, le rebut des viveurs de la petite ville se pressait grossièrement, environné de bière et de fumée. J'engloutis vite 2 ou 3 verres, invité à ma table une femme de mœurs légères avec son amie, également une demi-mondaine, sèche et fardée, et j'éprouvais une joie maligne à me faire remarquer. Chacun me connaissait dans la petite ville, chacun savait que j'étais le disciple du professeur. Elles, d'autre part, montraient bien par leur costume effronté et par leur conduite ce qu'elles étaient. Ainsi je jouis de ce plaisir fol et ridicule de me compromettre, et lui avec moi, comme j'avais la sottise de le penser. Puisse-t-il voir, me disais-je, que je me moque de lui, que je me fiche de lui, et devant tout le monde je fis la cour à cette créature à la grosse poitrine, de la manière la plus éhontée et sans le moindre tact. C'était une ivresse de méchanceté enragée, et bientôt aussi ce fut une ivresse réelle, car nous buvions de tout, mélangeant grossièrement vin, eau-de-vie, bière, et nous nous agitions si violemment qu'autour de nous des chaises se renversaient et que les voisins se reculaient avec prudence. Mais je n'avais pas honte. Au contraire, il apprendra ainsi, me disais-je furieusement à ma tête folle, il verra ainsi combien il m'est indifférent. Ah, je ne suis pas triste, je ne suis pas offensée, au contraire. Du vin, fis-je en frappant du poing sur la table, à faire trembler les verres. Finalement, je sortis avec les 2 femmes, tenant l'une au bras droit et l'autre au bras gauche, et je gagnai la grande rue, où la promenade habituelle de 9 heures réunissait les étudiants et les jeunes filles, les civils et les militaires, pour une flânerie bon enfant. Trio titubant et lourd d'alcool, nous passâmes sur la chaussée en faisant tant de bruit qu'enfin un sergent de ville s'avança, irrité, et nous intima énergiquement de nous tenir tranquilles. Ce qui arriva par la suite, je suis incapable de le raconter exactement. Une vapeur bleue d'alcool obscurcit mon souvenir. Je sais seulement que, dégoûté des 2 femmes ivres, et d'ailleurs moi-même à peine maître de mes sens, je me débarrassai d'elles en leur donnant de l'argent. Ensuite, je bus en quelque endroit du café et du cognac, et devant l'université, je prononçai une philippique contre les professeurs pour la joie des gamins rassemblés autour de moi. Puis, poussé par l'obscur instinct de me salir encore davantage et de lui faire tort, idée stupide dictée confusément par une colère passionnée, je voulus aller dans une maison close, mais je n'en trouvais pas le chemin, et finalement je rentrai chez moi en titubant, de fort mauvaise humeur. Ce n'est qu'avec peine que ma main tâtonnante put ouvrir la porte, et c'est tout juste si je parvins à me traîner sur les premières marches de l'escalier. Mais, arrivé devant sa porte,
Toute mon ivresse tomba brusquement, comme si ma tête avait été plongée soudain dans une eau glacée. Dégrisée, je vis dans mon visage décomposé l'image de ma folie furieuse et impuissante. La honte me fit baisser la tête, et, tout doucement, me faisant petit comme un chien battu pour que personne ne m'entendît, je me glissai à pas furtifs dans ma chambre. J'avais dormi comme une souche. Lorsque je me réveillai, le soleil inondait déjà le plancher et il montait peu à peu jusqu'au rebord de mon lit. Je me levai d'un bond. Dans ma tête endolorie, le souvenir de la veille se ranimait. Mais je repoussais tout sentiment de honte. Je ne voulais plus être honteux. En effet, essayai-je de me persuader, c'était sa faute à lui seul si je m'abrutissais ainsi. Je me tranquillisais en considérant que ce qui s'était passé la veille n'avait été qu'un divertissement d'étudiant, bien permis à quelqu'un qui depuis des semaines et des semaines n'a connu que le travail et encore le travail. Mais je ne me sentais pas à l'aise dans ma propre justification et assez penaud, manquant de contenance, je descendis trouver la femme de mon maître, me rappelant ma promesse de la veille pour l'excursion. Chose singulière, à peine eus-je touché le loquet de sa porte qu'il fut de nouveau présent en moi. Mais aussitôt, avec lui, cette douleur brûlante, stupide et déchirante, ce désespoir furieux. Je frappai doucement. Sa femme vint au-devant de moi en me regardant avec une douceur bizarre. « Quelle sottise faites-vous, Roland » dit-elle, mais avec plus de compassion que de reproche. « Pourquoi vous torturez ainsi ?» Je restai là interloquée. Donc elle aussi avait déjà appris ma folle conduite, mais elle mit fin aussitôt à mon embarras. « Aujourd'hui, nous serons raisonnables. À 10 heures, le professeur W viendra avec sa fiancée, puis nous prendrons le train et nous irons ramer et nager pour donner le coup de grâce à toutes ces folies. » J'osais encore, d'une voix angoissée, demander bien inutilement si mon maître était rentré. Elle me regarda sans répondre, car je savais moi-même que cette question était vaine. À 10 heures précises arriva le professeur, un jeune physicien qui, étant juif, vivait sans beaucoup de contact avec les universitaires et qui, à vrai dire, était le seul qui nous fréquentât dans notre solitude. Il était accompagné de sa fiancée, ou plus probablement de sa maîtresse, une jeune fille dont la bouche s'ouvrait sans cesse pour rire, naïve, un peu sotte, mais par là même tout ce qu'il fallait pour une escapade improvisée de ce genre. Nous nous rendîmes d'abord par le train, tout en mangeant, causant et riant, au bord d'un petit lac situé dans le voisinage. Les semaines de travail acharné que je venais de traverser m'avaient à tel point déshabituée de tous les agréments de la conversation que cette heure-là suffit déjà à m'enivrer, comme un vin léger et pétillant. Vraiment, mes compagnons réussirent tout à fait, par leur pétulance et leur exubérance d'enfant, à éloigner mes pensées de cette sphère sombre et agitée autour de laquelle, d'habitude, elles tournaient toujours en bourdonnant. Et à peine eus-je senti de nouveau mes muscles au grand air, en faisant soudain une course avec la jeune fille, que je redevins le garçon vivant et insouciant d'autrefois. Sur la rive du lac, nous prîmes 2 canots. La femme de mon maître tenait la barre du mien, et dans l'autre, le professeur maniait les rames avec son ami. Aussitôt que nous eûmes embarqué, l'envie de nous mesurer se fit sentir, l'envie de nous dépasser mutuellement. Ce en quoi, à vrai dire, j'étais désavantagée, car, tandis qu'ils ramaient tous les deux, je me trouvais seule pour ma part. Mais autant vite mon veston est exercé depuis longtemps à ce sport, je maniais si vigoureusement les avirons qu'à coups puissants, je devançais toujours l'autre bateau. C'était des 2 côtés un jaillissement continu de propos railleurs, faits pour nous stimuler. Nous nous excitions les uns les autres et, indifférents à l'ardente chaleur de juillet, sans nous soucier de la sueur qui peu à peu nous inondait, nous nous donnions, comme des galériens intraitables, de tout cœur au démon du sport et au désir de l'emporter sur l'adversaire. Enfin, le but fut proche. C'était une petite langue de terre boisée au milieu du lac. Nous fîmes un effort encore plus furieux et au grand triomphe de ma camarade de canot, qui elle-même était saisie par l'émulation du jeu, notre arène crissa la première sur le sable. Je descendis, tout brûlant et ruisselant, grisé par le soleil auquel je n'étais pas accoutumée, par le bouillonnement impétueux de mon sang, par la joie du succès. Mon cœur battait avec violence dans ma poitrine. Mes vêtements me collaient au corps tant je transpirais.
Le professeur n'était pas mieux partagé et, au lieu d'être félicités, nous, les acharnés champions, nous subîmes longuement le rire railleur et impertinent des femmes à cause de notre essoufflement et de notre aspect assez pitoyable. Enfin, elles nous accordèrent un moment de répit pour nous rafraîchir. Au milieu des plaisanteries, 2 cabines de bain, l'une pour les messieurs et l'autre pour les dames, furent improvisées à droite et à gauche d'un bosquet. Nous enfilâmes rapidement nos maillots de bain. Derrière les arbres étincelèrent du linge blanc et des bras nus, et tandis que le professeur et moi nous achevions de nous préparer, les 2 femmes s'ébattaient déjà voluptueusement dans l'eau. Le professeur, moins fatigué que moi qui avais gagné seul contre 2, s'élança aussitôt sur leurs traces, mais j'avais ramé un peu trop fort et je sentais mon cœur battre encore avec précipitation contre mes côtes. Je m'étendis d'abord confortablement à l'ombre et je regardais avec plaisir les nuages passer au-dessus de ma tête, jouissant avec délice du doux bourdonnement de la lassitude dans mon sang tumultueux. Mais au bout de quelques minutes déjà, on commença à me réclamer avec force dans l'eau. « En avant, Roland! Concours de natation! Des prix pour les nageurs! Des prix pour les plongeurs !» Je ne bougeais pas. Il me semblait que j'aurais pu rester ainsi couché pendant 1000 ans. La peau picotée par le soleil qui s'infiltrait à travers le feuillage et en même temps rafraîchie par l'air qui m'effleurait mollement. Mais de nouveau un rire vola vers moi, et la voix du professeur cria « Il fait grève, nous l'avons vidé à fond. Allons chercher le paresseux !» Et effectivement, j'entendis aussitôt un clapotis se rapprocher, puis elle me lança de tout près « En avant, Roland, concours de natation. Il faut que nous leur donnions une leçon à tous les 2. » Je ne répondis pas, m'amusant à me laisser chercher. « Où êtes-vous donc ?» Déjà le gravier crissait. Des pieds nus parcouraient le rivage et soudain elle fut devant moi, son maillot tout mouillé collé autour de son corps mince, androgyne. « Ah, vous voilà, fainéant que vous êtes. Mais maintenant, levez-vous, les autres sont déjà presque au bord de l'île, là-bas en face. » J'étais étendue mollement sur le dos, je m'étirais avec indolence. « Il fait bien meilleur ici, je vous rejoindrai plus tard. » « Il ne veut pas !» lança-t-elle d'une voix éclatante et rieuse, dans sa main en entonnoir dirigée vers l'autre côté de l'eau. « Jetez-le dans le lac, le fanfaron !» répondit de loin le professeur. « Allons, venez !» insista-t-elle avec impatience. « Ne me rendez pas ridicule. » Mais je ne fis que bâiller paresseusement. Alors elle cassa une baguette à un arbuste, à la fois fâchée et amusée. « En avant !» répéta-t-elle avec énergie en me donnant, pour me stimuler, un coup de baguette sur le bras. Je sursautais. Elle m'avait frappé trop fort, une raie mince et rouge comme du sang striait mon bras. Maintenant, moins que jamais, dis-je, mi-plaisantant, mi-mécontent. Mais alors, avec une colère véritable, elle ordonna « Venez immédiatement !» Et comme par défi, je ne bougeais pas. Pardon. Elle me frappa de nouveau, cette fois-ci plus fort, d'un coup cinglant et cuisant. Aussitôt, je bondis furieux pour lui arracher la baguette. Elle recula, mais je lui pris le bras. Involontairement, dans cette lutte dont la baguette était l'enjeu, nos corps demi-nus se rapprochèrent l'un de l'autre. Lorsque, ayant saisi son bras, je lui tordis l'articulation pour l'obliger à laisser tomber la branche et qu'en cédant, elle se courba en arrière, on entendit un craquement. La bretelle de son maillot s'était déchirée. La partie gauche s'ouvrit, mettant à nu son corps et, ferme et rose, le bouton de son sein pointa vers moi. Sans le vouloir, mon regard s'y porta, rien qu'une seconde, mais j'en fus troublée. Tremblant et gêné, j'abandonnai sa main prisonnière. Elle se tourna en rougissant pour réparer tant bien que mal avec une épingle à cheveux la bretelle déchirée. J'étais là, debout, ne sachant que dire. Elle aussi restait muette. Et de ce moment naquit, entre nous deux, une inquiétude sourde et étouffée. « Ohé, ohé, où êtes-vous donc ?» faisaient déjà les voix venues de la petite île. « Oui, j'arrive tout de suite, répondis-je précipitamment. Et heureux d'échapper à une nouvelle confusion, je me jetai d'un bond dans l'eau. Quelques coulées, la joie enthousiaste de se propulser soi-même, la limpidité et la fraîcheur de l'élément étranger, et déjà ce dangereux bourdonnement et ce sifflement de mon sang furent noyés sous la vague d'un plaisir plus puissant et plus pur. J'eus bientôt rattrapé les 2 autres. Je défiai le chétif professeur à plusieurs reprises, et chaque fois je triomphais. Puis nous revînmes en nageant à la langue de terre. Déjà habillée, elle nous attendait pour organiser aussitôt un joyeux pique-nique avec les provisions que nous avions apportées.
Mais quelle que fût l'animation des plaisanteries qui couraient entre nous quatre, involontairement, nous évitions tous deux de nous adresser la parole. Nous parlions et riions comme si nous n'étions pas concernés. Et lorsque nos regards se rencontraient, ils se détournaient vivement, tandis que nous éprouvions un même sentiment. L'impression pénible, causée par le récent incident, n'était pas encore dissipée et chacun sentait que l'autre y pensait avec une inquiétude confuse. L'après-midi passa ensuite rapidement, avec une nouvelle partie de canotage. Mais l'ardeur de la passion sportive cédait toujours davantage à une agréable fatigue. Le vin, la chaleur, le soleil que nous avions absorbé s'infiltraient peu à peu jusque dans notre sang et le faisaient affluer plus rouge. Déjà, le professeur et son ami se permettaient de petites privautés que nous étions obligés de supporter avec une certaine gêne. Ils se rapprochaient de plus en plus l'un de l'autre, tandis que nous gardions une distance d'autant plus inquiète. Mais notre isolement à deux devenait plus conscient parce que les deux autres, pleins d'entrain, préféraient rester en arrière dans le sentier de la forêt pour s'embrasser plus librement, et quand nous étions seuls, notre conversation était toujours embarrassée. Finalement, nous fûmes tous les quatre contents d'être de nouveau dans le train, les autres en songeant à leur fin de soirée amoureuse, et nous-mêmes en échappant enfin à des situations aussi gênantes. Le professeur et son ami nous accompagnèrent jusqu'à la maison. Nous montâmes seuls l'escalier. À peine entré, je sentis de nouveau l'influence mystérieuse et troublante de sa présence ardemment désirée. Que n'est-il revenu ? Pensai-je avec impatience. Et en même temps, comme si elle avait lu sur mes lèvres ce soupir muet, elle dit « Nous allons voir s'il est revenu. » Nous entrâmes. L'appartement était vide. Dans sa chambre, tout révélait son absence. Inconsciemment, ma sensibilité émue dessinait dans le fauteuil vide sa figure oppressée et tragique. Mais les feuilles blanches étaient là intactes, attendant comme moi. Alors la même amertume qu'avant me revint. Pourquoi avait-il fui ? Pourquoi me laissait-il seul ? Toujours plus violente, la colère jalouse me montait à la gorge. De nouveau bouillonnait sourdement en moi le désir trouble et insensé de faire contre lui quelque chose de méchant et de haineux. La jeune femme m'avait suivi. « Vous restez dîner ici, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, il ne faut pas que vous soyez seul. » Comment savait-elle que j'avais peur de la chambre vide, du grincement des marches de l'escalier, du souvenir que je ruminais ? Elle devinait toujours tout en moi, chaque pensée même inexprimée, chaque mauvais dessein. Une crainte me saisit, la crainte de moi-même et de la haine qui s'agitait confusément en moi. Je voulais refuser, mais je fus lâche et n'osais pas dire non. J'ai de tout temps exécré l'adultère, non pas par esprit de mesquine moralité, par pruderie ou par vertu, non pas tant parce que c'est là un vol commis dans l'obscurité, l'appropriation du bien d'autrui, mais parce que presque toute femme, dans ces moments-là, trahit ce qu'il y a de plus secret chez son mari. Chacune est une Dalila qui dérobe à celui qu'elle trompe son secret le plus humain, pour le jeter en pâture à un étranger, le secret de sa force ou de sa faiblesse. Ce qui me paraît une trahison, ce n'est pas que les femmes se donnent elles-mêmes, mais que presque toujours, pour se justifier, elles soulèvent le voile de l'intimité de leur mari et qu'elles exposent, comme dans le sommeil, à une curiosité étrangère, à un sourire ironiquement satisfait, l'homme qui ne s'en doute pas. Ce n'est donc pas le fait que, tout égaré par un désespoir aveugle et furieux, j'ai trouvé refuge dans les embrassements de sa femme, d'abord plein de compassion seulement, mais devenu ensuite tendre, et le premier sentiment fit place au second avec une rapidité fatale. Ce n'est pas cela que je juge encore aujourd'hui comme la bassesse la plus misérable de ma vie, car ceci se passa involontairement et tous deux nous nous précipitâmes sans y penser inconsciemment dans ce brûlant abîme. Mais c'est de l'avoir laissé me raconter, sur l'oreiller brûlant, des confidences sur lui. C'est d'avoir permis à cette femme irritée de trahir l'intimité de son mariage. Pourquoi tolérais-je sans la repousser qu'elle me confiât que depuis des années, il n'avait pas de commerce charnel avec elle et qu'elle se répandit en allusions obscures ? Pourquoi ne lui ordonnais-je pas impérieusement de ne rien dire de ce secret, le plus personnel de la vie sexuelle de mon maître ? Mais je brûlais tant de connaître son secret. J'avais tellement soif de le savoir coupable vis-à-vis de moi, vis-à-vis d'elle et vis-à-vis de tous que j'accueillis fiévreusement cet aveu indigné qu'il la négligeait.
car c'était là quelque chose de si semblable à mon propre sentiment d'être repoussé. Il arriva ainsi que tous deux, par une haine confuse et commune, nous fîmes quelque chose qui imita les gestes de l'amour. Mais tandis que nos corps se cherchaient et se pénétraient, nous ne pensions tous les deux qu'à lui, et nous ne parlions tous les deux que de lui, toujours et sans cesse. Parfois ces paroles me faisaient mal et j'avais honte de rester là, malgré l'horreur que j'éprouvais. Mais le corps qui était sous moi n'obéissait plus à aucune volonté. Il s'abandonnait sauvagement à sa propre volupté, et en frissonnant, je baisais la lèvre qui trahissait l'homme que j'aimais le plus au monde. Le lendemain matin, je me glissais dans ma chambre, la langue amère de dégoût et de honte. À la minute où la chaleur de son corps cessa de troubler mes sens, j'eus conscience de l'affreuse réalité et de l'indignité de ma trahison. Jamais plus, je le sentis aussitôt. Je ne pourrais paraître devant lui, ni jamais plus lui serrer la main. Ce n'était pas lui, mais moi-même, que j'avais dépouillé du bien le plus précieux. Maintenant, il n'y avait qu'un salut, la fuite. Fiévreusement, j'emballai toutes mes affaires, je réunis tous mes livres en un tas et je payai ma propriétaire. Il ne fallait pas qu'il me trouvât là. Moi aussi, je devais avoir disparu, sans motif et mystérieusement, tout comme lui pour moi. Mais au milieu de ces gestes affairés, ma main s'arrêta soudain. J'avais entendu le grincement de l'escalier de bois. Un pas en montait à la hâte, les degrés, c'était son pas. Sans doute j'étais devenue livide comme un cadavre, car à peine entré, il eut un cri d'effroi. « Qu'est-ce que tu as, mon garçon? Es-tu malade ?» Je reculai. Je l'évitais en me penchant, au moment où il voulait s'approcher tout à fait de moi pour m'assister. « Qu'as-tu » demanda-t-il épouvanté. « T'est-il arrivé du mal ou bien es-tu encore fâché contre moi ?» J'allais me cramponner à la fenêtre. Je ne pouvais pas le regarder. Sa voix chaude et compatissante ouvrait en moi quelque chose comme une blessure. Près de m'évanouir, je sentais affluer, chaud, tout chaud, brûlant et dévorant, un ardent jaillissement de honte. Mais lui aussi était là, étonné, bouleversé. Et soudain, sa voix se fit toute petite, toute hésitante. Il murmura une étrange question. « Quelqu'un t'a-t-il dit quelque chose sur moi ?» Sans me tourner vers lui, je fis un geste de dénégation. Mais une pensée inquiète paraissait le dominer. Il répéta avec obstination. « Dis-le-moi, avoue. Quelqu'un t'a-t-il dit quelque chose sur moi ?»« N'importe qui, je ne demande pas. Je ne demande pas qui. » Je fis un nouveau signe que non. Il restait là déconcerté. Mais tout à coup, il semblait avoir remarqué que mes malles étaient faites, que mes livres étaient prêts à être emballés et que précisément son arrivée avait interrompu mes derniers préparatifs de voyage. Il s'avança tout ému. « Tu veux t'en aller, Roland ? Je le vois. Dis-moi la vérité. » Alors je me ressaisis. « Il faut que je parte, pardonnez-moi, mais je ne puis pas vous expliquer. Je vous écrirai. » Il me fut impossible d'en dire davantage, tant ma gorge était serrée, tant mon cœur battait dans chaque parole. Il resta figé, puis brusquement son attitude lassée le reprit. « Cela vaut peut-être mieux, Roland. »« Oui, à coup sûr, cela vaut mieux, pour toi et pour tout le monde. Mais avant que tu t'en ailles, je voudrais te parler encore une fois. Viens à 7 heures, à l'heure habituelle. Nous nous dirons adieu, d'homme à homme. Il ne faut pas prendre la fuite devant soi-même. Pas besoin de l'être. Ce serait puéril et indigne de nous. Puis, ce que j'ai à te dire ne s'écrit pas. Tu viendras donc, n'est-ce pas ? » Je me bornais à faire signe que oui. Mon regard n'osait pas encore s'éloigner de la fenêtre. Mais je ne voyais plus rien de la clarté matinale. Un voile épais et sombre était interposé entre l'univers et moi. À 7 heures, je pénétrais pour la dernière fois dans ce bureau que j'aimais. Une obscurité précoce tombait des portières. Dans le fond brillaient encore à peine les contours patinés des figures de marbre, et les livres dormaient tous, noirs derrière leurs vitres aux reflets de nacre. Asile secret de mes souvenirs, où la parole était devenue pour moi magie, et où j'avais savouré l'ivresse et le ravissement de l'esprit comme en nul autre endroit, toujours je te vois, à cette heure de l'adieu, et je revois toujours la personne vénérée, qui maintenant s'arrache lentement, lentement du dossier de son siège et vient au-devant de moi, ainsi qu'une ombre. Seul son front brille, rond comme une lampe d'albâtre,
Dans l'obscurité et au-dessus ondoie, fumée flottante, la chevelure blanche du vieil homme. À présent soulevée avec peine, une main apparaît. Venant d'en bas, elle cherche la mienne. Maintenant je reconnais ses yeux, qui sont tournés vers moi avec gravité. Et déjà je sens qu'il saisit doucement mon bras et qu'il me guide vers une chaise. « Assieds-toi, Roland, et parlons clairement. Nous sommes des hommes et il faut que nous soyons sincères. Je n'exerce pas de pression sur toi, mais ne vaudrait-il pas mieux que cette heure dernière créât aussi une complète clarté entre nous? Dis-moi donc pourquoi tu veux t'en aller? Es-tu fâché contre moi à cause de cette offense absurde ?» D'un signe, je fis non. La pensée que lui, qui avait été trompé et trahi, voulut prendre la faute sur soi était horrible. T'ai-je blessé par ailleurs, consciemment ou non? Je suis quelquefois étrange, je le sais, et je t'ai irrité, tourmenté contre ma propre volonté. Je ne t'ai jamais assez remercié pour tout l'intérêt que tu m'as porté. Je le sais, je l'ai toujours su, même dans les minutes où je te faisais mal. Est-ce là la raison? Dis-le-moi, Roland, car je voudrais que nous prissions loyalement congé l'un de l'autre. De nouveau, je secouai la tête. Je ne pouvais pas parler. Jusqu'alors, sa voix avait été assurée. Maintenant, elle commença à se troubler légèrement. Ou bien, je te le demande encore. Quelqu'un t'a-t-il rapporté quelque chose sur mon compte? Quelque chose que tu trouves vil, abject? Quelque chose qui fait que tu me méprises? Non, 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 cette dénégation jaillit comme un sanglot. Moi le mépriser, lui, moi. Maintenant sa voix devint impatiente. Qu'y a-t-il alors? Qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce que ça peut donc être? Es-tu fatigué de travailler? Ou bien est-ce que quelque chose d'autre qui te fait... Ou est-ce quelque chose d'autre qui te fait partir? Une femme? Est-ce une femme? Je me tuais, ce silence était sans doute tel qu'il y sentit un aveu. Il se pencha plus près de moi et murmura tout bas, mais sans émotion, sans aucune émotion ni colère. Est-ce une femme? La mienne? Je continuai de me taire, et il comprit. Un tremblement me parcourut le corps. Maintenant, il allait éclater, me tomber dessus, me battre, me châtier. J'avais presque envie qu'il me fouettât, moi le voleur, moi le traître, qu'il me chassât à coups de pied comme un chien galeux de sa maison profanée. Mais, chose étrange, il resta complètement silencieux. Et lorsqu'il murmura pour lui-même l'air songeur, à vrai dire, j'aurais dû y penser. Il y avait presque du soulagement dans sa voix. Par deux fois, il arpenta la pièce, puis il s'arrêta devant moi et me dit d'un ton qui me parut presque méprisant. « Et c'est cela que tu prends si au sérieux. Ne t'a-t-elle pas dit qu'elle est libre de faire ce qui lui plaît, de prendre qui lui plaît, que je n'ai aucun droit sur elle, aucun droit de lui défendre quelque chose, et je n'en ai pas non plus la moindre envie, et pourquoi se serait-elle contrainte? Pour l'amour de qui et précisément à ton égard? Tu es jeune, tu es limpide et beau, tu étais près de nous, comment ne t'aurait-elle pas aimé, toi? Toi, beau et jeune comme tu es, comment ne t'aurait-elle pas aimé? Soudain sa voix se mit à trembler, il se pencha près de moi, si près que je sentis son souffle. Je sentis son souffle. De nouveau, j'éprouvais le chaud enveloppement de ses regards. De nouveau cette étrange lumière, comme dans ces rares et singulières secondes qui se produisaient entre lui et moi. Il s'approchait toujours davantage. Et puis, il murmura tout bas, à peine si ses lèvres remuèrent. « Je t'aime, moi aussi. » Avais-je sursauté? Ces paroles m'avaient-elles malgré moi fait reculer d'épouvante? En tout cas, il fallait bien que quelques gestes de surprise et de fuite m'eussent échappé, car il chancela, en s'écartant comme quelqu'un qu'on repousse. Une ombre obscurcit son visage. « Me méprises-tu maintenant » demanda-t-il tout bas. « Te fais-je horreur maintenant ?» Pourquoi ne trouvais-je alors aucune parole? Pourquoi me bornais-je à rester là muet, comme indifférent, embarrassé, engourdi, au lieu de m'élancer vers cet homme plein d'amour et de lui ôter ce souci injustifié? Mais tous les souvenirs déferlèrent en moi sauvagement, comme si le langage de tous ces messages incompréhensibles venait soudain d'être déchiffré. Je compris alors les choses avec une clarté terrible. La tendresse avec laquelle il venait à moi et sa brusque défense.
Je compris plein de troubles, sa visite de la nuit et sa fuite tenace devant ma passion qui montait vers lui avec enthousiasme. L'amour, je l'avais toujours senti chez lui, tendre et timide, tantôt débordant, tantôt entravé de nouveau par une force toute puissante. Cet amour, je l'avais éprouvé, j'en avais joui dans chaque rayon tombé fugitivement sur moi. Cependant, lorsque le mot « amour » fut prononcé par cette bouche barbue avec un accent de tendresse sensuelle, un frisson à la fois doux et effrayant bourdonna dans mes tempes. Et malgré l'humilité et la compassion dont je brûlais pour lui, moi, le jeune homme, tout troublé, tout tremblant et tout surpris, je ne trouvais pas une parole pour répondre à sa passion qui se révélait à moi à l'improviste. Il était assis, le regard fixe, anéanti devant mon silence. « C'est donc pour toi si effrayant, murmura-t-il. Toi non plus, tu ne me pardonnes donc pas, toi non plus. Devant qui j'ai serré mes lèvres jusqu'à en étouffer presque. Toi devant qui je me suis cachée comme je ne l'ai fait devant personne. Mais il vaut mieux que tu le saches maintenant. À présent, cela ne m'oppresse plus, car la mesure était comble pour moi. Oh, plus que comble. Vaut mieux arrêter là. Tout vaut mieux que ce silence et cette dissimulation. » Comme il disait cela avec tristesse, avec tendresse et pudeur, son accent frémissant pénétrait tout au fond de mon être. J'avais honte de rester si froid, si insensible et glacé dans mon silence, devant cet homme qui m'avait donné plus que tout autre et qui s'humiliait devant moi d'une manière si insensée. Mon âme brûlait de lui dire un mot de consolation, mais ma lèvre tremblante ne m'obéissait pas et ainsi, embarrassée, je me faisais si pitoyablement petit et je me recroquevillais tellement sur mon siège que presque malgré lui, il cherchait à me donner du courage. « Ne reste donc pas assis comme cela, Roland, si atrocement muet, ressaisis-toi donc. Est-ce réellement si terrible pour toi ? Est-ce que je t'inspire une si grande honte ? Maintenant, tout est passé, je t'ai tout dit. Prenons au moins bravement congé l'un de l'autre, d'une manière digne, comme il convient à deux hommes, à deux amis. » Mais je n'étais pas encore maître de moi. Alors il me toucha le bras. « Viens, Roland, assieds-toi à côté de moi. Je me trouve mieux depuis que tu sais tout, depuis qu'enfin la clarté règne entre nous. D'abord, je craignais toujours que tu ne devines combien tu m'es cher, puis j'ai espéré que tu le sentirais toi-même, simplement pour que cet aveu me fût épargné. Mais maintenant c'est fait, maintenant je suis libre, maintenant je puis te parler comme je n'ai jamais parlé à personne d'autre. Car tu m'as été plus cher que quiconque. Toutes ces dernières années, je t'ai aimé comme personne. Comme personne, tu as, enfant, éveillé mon être au plus profond. Aussi, en guise d'adieu, il faut que je t'en apprenne plus sur mon compte que n'en sait aucun être humain. J'ai en effet, pendant toutes ces heures, senti si nettement ton interrogation muette. Toi seul, tu connaîtras toute ma vie. Veux-tu que je te la raconte ? Dans mes regards troublés et émus, il lut un acquiescement. Rapproche-toi donc, viens près de moi. Je ne puis pas dire ces choses à voix haute. Je m'inclinais avec dévotion. C'est le mot. Mais à peine fus-je assis en face de lui, attendant et écoutant, qu'il se leva de nouveau. Non, pas ainsi. Il ne faut pas que tu me regardes, sinon je ne pourrais pas parler. Et d'un geste, il éteignit la lumière. L'obscurité descendit sur nous. Je sentais qu'il était tout près de moi. Je le sentais à son souffle qui, lourd comme un râle, se perdait quelque part dans le noir. Soudain, une voix s'éleva entre nous, et il me raconta toute sa vie. Depuis le soir où cet homme que je révérais entre tous m'ouvrit son destin, comme on ouvre un dur coquillage, depuis ce soir-là qui remonte à 40 ans, tout ce que nos écrivains et nos poètes racontent d'extraordinaire dans leurs livres, et ce que le théâtre dérobe à la scène comme étant trop tragique, me paraît toujours enfantin et sans importance. Est-ce par indolence, lâcheté ou insuffisance de vision que tous se bornent à dessiner la zone supérieure et lumineuse de la vie, où les sens jouent ouvertement et légitimement
tandis qu'en bas, dans les caveaux, dans les cavernes profondes et dans les cloaques du cœur s'agitent, en jetant des lueurs phosphorescentes, les bêtes dangereuses et véritables de la passion, s'accouplant et se déchirant dans l'ombre, sous toutes les formes de l'emmêlement le plus fantastique. Sont-ils effrayés par le souffle ardent et dévorant des instincts démoniaques, par la vapeur du sang brûlant? Ont-ils peur de salir leurs mains trop délicates aux ulcères de l'humanité? Ou bien leur regard, habitué à des clartés plus mates, est-il capable de les conduire jusqu'au bas de ces marches glissantes, périlleuses et dégoûtantes de putréfaction? Et pourtant, l'homme qui sait n'éprouve pas de joie égale à celle qu'on trouve dans l'ombre, de frissons aussi puissants que celui que le danger glace, et pour lui, aucune souffrance n'est plus sacrée que celle qui, par pudeur, n'ose pas se manifester. Or ici, un homme se révélait à moi dans sa nudité la plus complète. Ici, un homme déchirait le tréfonds de sa poitrine, avide de mettre à nu son cœur rompu, empoisonné, consumé et suppurant. Il y avait là une volupté sauvage à se martyriser, à se flageller volontairement dans cet aveu retenu pendant des années et des années. Seul quelqu'un qui avait eu honte, qui s'était courbé et caché pendant toute une vie, pouvait, avec une ivresse aussi débordante, descendre jusqu'à la cruauté d'un tel aveu. Morceau par morceau, un homme arrachait sa vie de sa poitrine, et en cette heure-là, moi qui étais encore si jeune, j'aperçus pour la première fois d'un œil hagard les profondeurs inconcevables du sentiment humain. D'abord sa voix plana, immatérielle, dans la pièce, comme une trouble fumée issue de l'émotion, comme une allusion incertaine à des événements secrets, et pourtant l'on sentait, à la façon même dont la passion était péniblement maîtrisée, qu'elle allait se déchaîner avec furie, tout comme dans certaines mesures ralenties avec violence et qui précèdent un rythme véhément, on pressent déjà dans ses nerfs le furioso. Mais ensuite des images commencèrent à flamboyer, s'élevant en frémissant au-dessus de la tempête intérieure de la passion et peu à peu devenant plus claire. Je vis d'abord un jeune garçon, timide et replié sur lui-même, un jeune garçon qui n'ose dire un mot à ses camarades, mais qu'un désir physique, confus et impérieux, attire précisément vers les plus jolis de l'école. Cependant, lors d'un rapprochement trop tendre, l'un d'eux l'a repoussé avec irritation. Un second s'est moqué en lui décochant un mot d'une odieuse netteté et, pire encore, tous deux ont cloué au pilori devant les autres ce désir aberrant. Et aussitôt, une unanimité de raillerie et d'humiliation l'exclut, plein de confusion de leur joyeuse camaraderie comme un pestiféré. Aller à l'école devient un calvaire quotidien et lui, sitôt stigmatisé, voit ses nuits rongées par le dégoût de soi-même. L'exclut et éprouve comme une folie et un vice déshonorant sa passion contre nature qui pourtant ne s'est précisée que dans des rêves. La voix qui raconte vacille, incertaine. Un instant, il semble qu'elle menace de s'éteindre dans l'obscurité. Mais un soupir lui redonne de la force et de la trouble fumée sortent maintenant en flamboyant de nouvelles images qui s'alignent comme des ombres et des fantômes. Le jeune garçon est devenu étudiant à Berlin. Pour la première fois, les bas-fonds de la ville permettent à son penchant longtemps méprisé de se satisfaire. Mais comme elles sont souillées par le dégoût et empoisonnées par l'angoisse, ces rencontres où l'on cligne de l'œil, au coin sombre des rues, dans l'obscurité des gares et des ponts, qu'elles sont pauvres de plaisir, toujours frissonnants et remplis d'atroces périls, se terminant le plus souvent par de misérables chantages, et chacune d'elles traînant encore pendant des semaines, comme une limace, une trace visqueuse de glacial épouvante. Voix infernale entre l'ombre et la lumière. Tandis que, pendant le jour clair,
Tandis que, pendant le jour clair et laborieux, le cristal de l'esprit purifie le savant. Le soir replonge toujours cet être de passion dans la lie des faubourgs, dans la fréquentation d'individus équivoques, que la simple vue du casque à pointe du moindre policier suffit à mettre en fuite, dans les tavernes aux lourdes exhalaisons dont la porte méfiante ne s'ouvre que devant un sourire convenu. Et la volonté doit se tendre comme l'acier, pour cacher cette duplicité de la vie quotidienne, pour dérober prudemment en regards étrangers ce secret, vraie tête de méduse, et conserver pendant le jour irréprochablement l'attitude grave et digne d'un professeur, pour parcourir ensuite la nuit, incognito, le monde souterrain de ses aventures honteuses dans l'ombre des lanternes vacillantes. Soumis à une torture incessante, il s'efforce de faire rentrer dans l'ordre, avec le fouet du contrôle de soi, cette passion sortie du chemin habituel. Toujours de nouveau, l'instinct l'entraîne vers le ténébreux péril. 10, 12, 15 années de luttes épuisantes pour les nerfs, contre la force magnétique et invisible d'une inclination incurable, s'étirent en une seule convulsion, jouissance sans plaisir, honte qui étouffe. Et petit à petit apparaît ce regard, obscurci et timidement caché en soi-même, inspiré par la peur de sa propre passion. Enfin, tard déjà, passé la 30e année de sa vie, une tentative énergique pour remettre l'attelage sur le droit chemin. Chez une parente, il fait la connaissance de sa future femme, une jeune fille qui, attirée obscurément vers lui parce que son être a de mystérieux, éprouve à son égard un amour sincère. Pour la première fois, le corps androgyne et l'allure juvénile et pétulante de cette femme peuvent donner pendant quelque temps le change à sa passion. Une liaison bientôt triomphe de son aversion pour l'être féminin. Pour la première fois, il est vaincu, et dans l'espoir, grâce à cette relation orthodoxe, de maîtriser son inclination fautive, impatient de s'enchaîner à ce qui, pour la première fois, lui a fourni un soutien contre cette attirance intérieure pour le danger, vite, il épouse la jeune fille. Après lui avoir tout avoué. Maintenant, il pense que le retour dans les zones d'épouvante est impossible. Pendant quelques brèves semaines, il jouit de la sérénité. Mais bientôt, le nouvel excitant se montre inefficace. Le désir premier, tenace, reprend sa suprématie. Et désormais, la femme déçue, et décevante aussi, ne sert plus que de paravent pour masquer aux yeux de la société la récidive de son penchant. De nouveau, la route périlleuse frôle les frontières de la loi et de la société pour descendre dans les ténèbres du danger. Et, tourment particulier qui s'ajoute à la confusion intérieure, une fonction lui est assignée où ce penchant devient malédiction. La fréquentation permanente des jeunes gens est un devoir officiel pour le chargé de cours et bientôt pour le professeur titulaire. La tentation pousse toujours vers lui, à portée de voix une nouvelle floraison de jeunesse, éphèbe d'une palestre invisible au milieu d'un monde régi par la loi prussienne. Et tous, nouvelle malédiction, nouveau danger, l'aiment passionnément, sans reconnaître le visage d'Eros derrière le masque du professeur. Ils sont heureux lorsque d'un geste de bonhomie sa main qui tremble secrètement se pose sur eux. Ils prodiguent leur enthousiasme à quelqu'un qui, lui, doit constamment se retenir devant eux. Supplice de Tantale, se montrer dur face aux élans de sympathie, sans relâche, dans un incessant combat contre sa propre faiblesse. Et toujours, quand il se sentait près de succomber à une tentation, il prenait soudain la fuite. C'étaient là ces escapades, dont le départ et le retour subit m'avaient tellement troublé. Maintenant je comprenais ce qu'était cette terrible fuite devant soi-même, cette fuite dans l'horreur des chemins obliques et des bas-fonds. Alors il partait toujours pour une grande ville où il trouvait, en quelque endroit écarté, des complices, des individus de basse condition dont le contact était une souillure, une jeunesse tombée dans la prostitution, au lieu de celle qui s'en remettait respectueusement à lui. Mais ce dégoût, cette bourbe, cette horreur, ce mordant venimeux de la désillusion lui était nécessaire pour qu'ensuite, rentré chez lui dans le cercle confiant des étudiants, il pût de nouveau être sûr de ses sens. Oh, quelle rencontre! Quelle figure de fantôme, et pourtant bien terrestres et puantes, sa confession évoqua devant moi.
car cet homme à la haute intellectualité, pour qui la beauté des formes était un besoin inné, vital, ce connaisseur raffiné de tous les sentiments, se voyait infliger les derniers outrages de cette terre dans ses bouges enfumées, aux lumières troubles, ouverts seulement aux initiés. Il connaissait les insolentes exigences des jeunes gandins fardés qui arpentent les promenades, la familiarité douceâtre des garçons coiffeurs trop parfumés, le rire excité et comme forcé des travestis dans leurs vêtements de femmes, la soif enragée d'argent des comédiens sans engagement, la tendresse grossière des matelots chiqueurs, toutes ces formes perverses, inquiètes, inverties et fantastiques dans lesquelles le sexe égaré se cherche et se reconnaît dans la marge la plus louche des cités. Il avait éprouvé sur ces chemins glissants toutes les humiliations, toutes les hontes et toutes les violences. Plusieurs fois, il avait été complètement détroussé, trop faible, trop noble pour se colter avec un palefrenier. Il était rentré chez lui sans montre, sans par-dessus, et qui plus est, raillé par le camarade aviné de l'hôtel borgne du faubourg. Des maîtres chanteurs s'étaient attachés à ses talons, l'un d'eux pendant des mois l'avait suivi pas à pas jusqu'à la faculté. Il s'était assis insolemment au premier rang de ses auditeurs et avec un sourire de gredin, il regardait le professeur connu de toute la ville qui, tremblant sous ses clins d'œil, avait une peine extrême à arriver au bout de son cours. Une fois, mon cœur s'arrêta lorsqu'il me confessa ce fait. Il avait été arrêté à minuit par la police à Berlin, avec toute une clique, dans un bar malfamé. Arborant ce sourire avantageux et ironique du subalterne qui, pour une fois, peut faire l'important aux dépens d'un intellectuel, un agent de police, gras et rubicond, nota sur son carnet le nom et la profession du pauvre professeur, là devant lui, tout tremblant, en lui signifiant finalement, à titre de grâce, que pour cette fois-ci il était relâché sans amende, mais que désormais son nom resterait inscrit sur la liste spéciale. Et de même que le vêtement d'un homme qui s'est assis longtemps dans un endroit puant, le mauvais alcool finit par en conserver l'odeur, de même il était forcé qu'ici, dans sa propre ville, on se mit peu à peu, sans savoir d'où cela venait, à chuchoter sur son compte, car tout comme autrefois parmi ses camarades de classe, c'était maintenant parmi ses collègues que les conversations et les saluts devenaient ostensiblement de plus en plus froids, jusqu'à ce qu'ici aussi une cage de verre transparent finit par séparer de tout le monde cet homme étrange et toujours solitaire. Et jusque dans la retraite de sa maison farouchement fermée, il se sentait encore épié et démasqué. Mais jamais ce cœur torturé et angoissé n'avait connu la faveur d'une amitié pure et noble, la tendresse d'une amitié virile située au-delà des sens. Toujours il lui fallait distinguer dans ses sentiments entre une partie réservée aux relations élevées, aux douces aspirations et au commerce avec les jeunes compagnons intellectuels de la faculté, et l'autre plongeant dans les ténèbres de ses conquêtes, dont le lendemain matin il ne se souvenait plus qu'en frissonnant. Jamais cet homme, déjà vieillissant, n'avait vu un attachement pur, un adolescent à l'âme généreuse se donner à lui et, épuisé par les désillusions, les nerfs déchirés par cette chasse à travers les fourrés épineux, il pensait déjà avec résignation que son existence n'était plus qu'une ruine. Voici qu'alors, in extremis, un jeune homme entra passionnément dans sa vie, s'offrant avec joie lui-même, dans ses paroles et dans son être, au professeur vieilli, dirigeant toute son ardeur vers lui qui, vaincu et sans comprendre, était effrayé de ce miracle qu'il n'espérait plus, ne se sentait plus digne d'un don si pur et offert d'une manière si ingénue. Encore une fois était venu vers lui un messager de jeunesse, une figure de beauté au tempérament passionné, brûlant pour lui d'un feu spirituel, tendrement attaché à lui par les liens de la sympathie, désireux de son amitié et inconscient du danger qu'il courait. Portant dans son âme candide le flambeau des roses, hardi et ne se doutant de rien, comme Parsifal, le fol, il se penchait sur la blessure empoisonnée, ignorant de l'enchantement et ne sachant pas que déjà sa venue apportait la guérison. Lui, si longtemps attendu, toute une vie. Trop tard. À la dernière heure du soir tombant, il entra dans la maison.
Et pendant la description de cette figure, la voix elle aussi sortait de l'obscurité. Une lumière semblait la purifier. Une tendresse profonde mettait en elle les ailes de la musique, tandis que cette bouche éloquente parlait de ce jeune homme, le tardif bien-aimé. Je tremblais d'émotion, de sympathie et de bonheur, mais soudain mon cœur ressentit comme un coup de marteau, car ce jeune homme ardent dont parlait mon maître, c'était... La pudeur empourprait mes joues. C'était moi-même. Je voyais mon image se détacher sur le fond d'un miroir brûlant, enveloppé d'un éclat d'amour tellement inouï que son reflet suffisait à m'embraser. Oui, c'était moi. Je me reconnaissais toujours mieux, ma manière d'être, pressante et enthousiaste, ce désir fanatique de m'approcher de lui, cette extase passionnée à qui l'intellect ne suffisait pas, moi, le jeune homme sauvage et fou, ignorant de sa puissance, qui avait encore une fois rouvert dans cet être tari la source féconde de la création et qui encore une fois avait allumé dans son âme le flambeau d'éros que sa lassitude avait déjà laissé tomber. Avec étonnement, je voyais maintenant ce que j'avais été pour lui, moi le garçon timide dont il aimait l'enthousiasme pressant, comme la plus divine surprise de son âge mûr. Et en frissonnant, je me rendais compte aussi des luttes surhumaines que sa volonté avait dû soutenir à cause de moi. Car de moi précisément, qu'il aimait d'un amour pur, il ne voulait recevoir ni raillerie, ni brutale rebuffade, ni sentir en moi le frisson de la chair offensée. Il ne voulait pas livrer à ses sens pour un jeu lascif cette dernière faveur d'un destin ennemi. C'est pourquoi il opposait à mes efforts une résistance si acharnée, en même temps qu'il versait sur mon sentiment débordant le jet brusque d'une glaciale ironie. C'est pourquoi les épanchements de son amitié se muaient soudain en une dureté factice et qu'il refrénait la tendresse enveloppante de sa main. C'est seulement à cause de moi qu'il se contraignait à tous ces mouvements inamicaux destinés à refroidir mon enthousiasme et à le protéger lui-même, et qui pendant des semaines troublaient mon âme. Maintenant je comprenais avec une atroce clarté ce qu'avait été le sauvage chaos de cette nuit où, somnambule de ses sens tout-puissants, il avait monté l'escalier grinçant pour ensuite se sauver lui-même et sauver notre amitié par un mot d'offense. Et à la fois frémissant, ému, agité comme dans la fièvre et fondant de compassion, je compris combien il avait souffert à cause de moi et quel héroïsme il avait déployé pour se dompter. Cette voix dans l'obscurité, cette voix dans les ténèbres, ah, comme je la sentais pénétrer très loin, tout au fond de ma poitrine. Un accent résonnait en elle comme je n'en avais jamais entendu auparavant, et jamais depuis. Un accent venu de profondeur que n'atteint point le destin moyen. Un être humain ne pouvait parler de la sorte qu'une seule fois dans sa vie à un être humain, pour se taire ensuite à jamais, comme il est dit dans la légende du cygne, qui seulement en mourant peut, une unique fois, hausser jusqu'au chant son cri rauque. Et j'accueillais en moi cette voix qui montait, chaude, enflammée et pénétrante. Je frémissais douloureusement, comme une femme reçoit un homme dans son être. Brusquement, cette voix se tut, et il n'y eut plus entre nous que l'obscurité. Je savais qu'il était près de moi. Je n'avais qu'à remuer ma main, et en l'attendant, je l'aurais touché. Et j'éprouvais un puissant désir de le consoler dans sa souffrance. Mais il fit un mouvement. D'un seul coup, la lumière jaillit. Une figure lasse, vieillie, tourmentée, se leva du siège. Un vieil homme épuisé vint lentement à moi. Adieu, Roland. Maintenant, plus un seul mot entre nous. Tu as bien fait de venir. Et il est bon pour nous deux que tu t'en ailles. Adieu. Et laisse-moi te donner un baiser en cet instant d'adieu. Comme soulevé par une puissance magique,
Je chancelai vers lui. Cette clarté confuse qui d'habitude était comme arrêtée par une trouble fumée brilla maintenant dans ses yeux. Une flamme brûlante monta brusquement en eux. Il m'attira à lui, ses lèvres pressèrent avidement les miennes en un geste nerveux, et dans une sorte de convulsion frémissante, il serra mon corps contre lui. Ce fut un baiser comme je n'en ai jamais reçu d'une femme. Un baiser sauvage et désespéré comme un cri de mort. Son tremblement convulsif passa en moi. Je frémis, en proie à une double sensation, à la fois étrange et terrible. Mon âme s'abandonnait à lui. Et pourtant j'étais épouvantée jusqu'au tréfonds de moi-même par la répulsion qu'avait mon corps à se trouver ainsi au contact d'un homme. Dans une inquiétante confusion de sentiments qui donnait à cette seconde que je vivais sans l'avoir voulu, une étourdissante durée. Alors il me lâcha. Ce fut une secousse comme quand un corps se désarticule violemment. Avec peine, il se tourna et se jeta sur son siège en me tournant le dos. Durant quelques minutes, son corps immobile resta bien droit, n'ayant devant lui que le vide. Mais peu à peu, sa tête devint trop lourde. Elle se pencha légèrement, cédant à la fatigue et à l'épuisement. Puis, semblable à un poids trop grand qui, pendant longtemps, a oscillé dans une position instable et qui tout à coup s'abat dans la profondeur, son front incliné tomba pesamment sur la table, en rendant un son mat et sec. Une compassion infinie s'empara de moi. Sans le vouloir, je m'approchai, mais son dos affaissé se redressa soudain encore une fois, avec une convulsion, et se retournant vers moi d'une voix rauque et sourde, il poussa comme une sorte de gémissement menaçant à travers ses mains crispées, posées comme un masque devant sa figure. « Va-t'en, va-t'en. Non, ne t'approche pas. Pour l'amour de Dieu. Pour l'amour de nous deux. Va-t'en maintenant. Va-t'en. » Je compris et en frissonnant, je reculai. Comme un fugitif, je quittais ce lieu bien-aimé. Jamais plus je ne l'ai revu. Jamais je n'ai reçu de lui ni lettre, ni nouvelles. Son livre n'a jamais paru, son nom est oublié. Nul ne se souvient de lui en dehors de moi. Mais aujourd'hui encore, comme le garçon incertain d'alors, je sens que je ne dois davantage à personne. Ni à père et mère avant lui, ni à femme et enfant après lui. Et je n'ai aimé personne plus que lui. Et voilà, c'est la fin de la confusion des sentiments. Je sais pas si je vais chanter une chanson. Peut-être. Il faudrait que je trouve un mouchoir avant. Pardon, excusez-moi.
c'est terrible quand même. Quand on pense... Je crois qu'il a écrit... Il l'a publié en 26 ou en 27. Donc c'est avant même la crise de 29 qui amènera... C'est en 33 qu'il a été élu. Oh, je ne sais plus. Je crois que c'est ça. Ah, et toutes ces lois. Il faut se méfier. Toutes les lois ne sont pas bonnes, hein. Il faut toujours garder son esprit critique, c'est important. Alors, il ne faut pas le nourrir avec n'importe quoi non plus, son esprit critique, sinon ça peut être pire. Voilà. Je me rappelle pas de l'air. Je vais essayer, je vais bien voir. Si c'est une catastrophe, j'abandonne et je vous la chanterai une autre fois parce que je l'ai. Voilà. Me gusta el sol, Alicia, las palomas, el buen cigarro y la guitarra española. Saltar paredes y abrir las ventanas. Y cuando llora una mujer, me gusta el vino tanto como las flores y los conejos, pero no los tractores. Non, j'ai pas l'air, j'ai juste l'air du refrain. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, y ser feliz es mi color de identidad. Je vous la chanterai une prochaine fois. Voilà, ça m'a ému un peu plus que ce que j'espérais. En même temps, il fallait pas choisir ce livre-là, c'est toujours la même chose. Et puis bon, bah, c'est normal, on choisit des bons auteurs. Forcément, l'émotion arrive, c'est comme ça. Et c'est tant mieux, c'est ce qu'on aime aussi. Je vous remercie beaucoup. J'espère que vous allez passer une belle soirée, une belle journée et que vous allez bien. Faites attention à vous, surtout, et prenez soin de vous. Voilà. À bientôt. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup.